Bonsoir à toutes et à tous et ravi et très heureux de vous accueillir ici ce soir en tant que président de la Maison de l'Europe de Paris pour ce grand débat européen à 32 jours du premier tour des élections municipales parisiennes qui s'annonce, vous ne me démentirez pas, je pense, aucun de vous trois, capital et essentiel. Nous fêterons en juin prochain les 70 ans de l'association Maison de l'Europe de Paris, qui est une institution reconnue d'utilité publique, qui a été créée en 1956 donc, au lendemain du second conflit mondial par des personnalités éminentes, qu'on me permettrait de citer, Marcel Lazare, ardente militante européenne, André-François Poncet, qui a été un ambassadeur de France en Allemagne, qui avait alerté avant 1940 sur la montée du nazisme, et toutes ces personnalités dans les années 56-60 se disent il faut donner un signal d'encouragement au débat européen, il faut qu'il y ait un espace associatif dans lequel les Parisiennes et les Parisiens puissent débattre du sujet européen. Et depuis 70 ans, ça fait partie de la tradition que nous avons renouvelée en permanence, contribuer pour toutes les Parisiennes et les Parisiens à une meilleure information et une meilleure compréhension des enjeux européens, parce que ces enjeux sous-tendent notre démocratie. Pour vous donner quelques chiffres, nous avons en 2025, l'an dernier, accueilli pas moins de 2000 jeunes dans une cinquantaine d'ateliers pédagogiques, avec un seul objectif, faire comprendre l'Europe dans ses fondamentaux, dans ses fondements, dans sa diversité aussi. C'est un des objectifs de la Maison d'Europe. Mais vous le savez aussi, nous avons aussi organisé dans ces murs l'an dernier pas moins de 50 conférences et débats réunissant des décideurs politiques européens de premier plan. Antonio Costa, le président du Conseil, était à cette tribune il y a encore 2 mois. Nous avons accueilli, je crois que Benjamin Haddad était là, la vice-première ministre moldave. Et donc, il est de tradition que cet endroit reçoive des décideurs, des intellectuels, des experts de tout secteur et de toute nationalité. Lors de ces différentes conférences, nous nous sommes toujours attachés à évoquer sans tabou tous les sujets faisant débat dans l'actualité européenne, permettant ainsi à vous, au public présent, d'interpeller directement nos invités dans une logique de transparence et dans une logique de démocratie directe. Je ne sais pas si ce terme il est d'actualité. En tout cas, nous croyons que le débat européen peut se faire dans cette logique d'interaction citoyenne. C'est ça notre esprit, c'est-à-dire c'est susciter des débats, des échanges, conforter une communauté citoyenne tolérante dans un moment où malheureusement le débat public il est de plus en plus caractérisé par la violence, la désinformation, les fake news, l'information pelliculaire fournie par les réseaux sociaux. Moi j'ai une conviction, mais je pense qu'elle sera peut-être partagée au-delà de ma personne, c'est que si on veut éviter, pour reprendre la formule d'Orwell, que la dictature ne s'épanouisse sur le terreau de l'ignorance, nous avons du pain sur la planche et modestement au niveau de notre association, c'est ce à quoi nous essayons de nous battre quotidiennement. Cet esprit d'ouverture et de débat, ça nous a amené à imaginer le débat de ce soir. L'idée qu'une campagne municipale, ce n'est pas qu'un travail dans une ligne de natation où chaque candidat parle à un électeur, mais que la confrontation au sens positif du terme, ça fait partie aussi de la démocratie. Et une vraie démocratie ne peut qu'appeler de ses voeux des échanges, des confrontations, des débats. Je vous rassure qu'ils se viendront dans un climat extrêmement urbain, mais qui pour autant permettront sans doute aux uns aux autres d'exprimer leurs différences. J'aimerais peut-être conclure mes propos avant de passer le relais à Emmanuel Rivière. Alors Emmanuel Rivière qui est à la droite de cette tribune, c'est le vice-président de la Maison d'Europe, c'est un expert en sondage et en sciences politiques connu et reconnu. Et j'ai souhaité qu'Emmanuel soit celui qui organise les échanges ce soir, qui nous présentera un sondage exclusif pour démarrer que nous avons réussi à avoir et dont les résultats vont vous être communiqués dans quelques minutes en direct. Mais avant de lui passer la parole, on est à quelques jours, on peut encore faire des vœux pour 2026 et au-delà, peut-être même des vœux jusqu'en 2032. Allez, moi j'aurai 3 vœux à faire. Premier vœu, c'est de voir poursuivi dans les 6 prochaines années du mandat municipal le soutien continu et unanime du Conseil de Paris à nos activités. Ça a été le cas, ça a été le cas. Vous rigolez, mais ça a été le cas. Ça fait 70 ans que le Conseil de Paris soutient l'association Maison de l'Europe. Je vois des administrateurs dans la salle. Nous croyons tous que ça peut être une priorité du prochain mandat municipal. Le deuxième vœu, c'est nous sommes bien au 77 avenue Versailles. Comment vous le dire? Cet bâtiment est magnifique, cet amphithéâtre est superbe. Et alors que nous avons quand même vécu 2 déménagements, en 2017, 2024, si nous pouvions, pendant au moins quelques années, avoir la certitude de ne pas amener les Parisiens à aller chercher l'adresse de la Maison d'Europe sur Google, ça nous ferait grand plaisir.
Et le troisième vœu, il est en lien avec tout ça. C'est que celle ou celui qui sera élu au mois de mars prochain vienne inaugurer avec nous ce qu'on pourrait appeler le pavillon de l'Europe, et qui était par le passé le pavillon de l'eau. Merci à toutes et à tous. Et Emmanuel, je te passe le relais. Je crois que mon micro fonctionne. Ça ressemble à une prise d'otage. Hein, les messages sont passés, mais on va néanmoins vous libérer quels que soient vos propos ce soir. Merci beaucoup d'abord de votre présence à tous les trois. Bon, je ne vais pas vous présenter longuement, mais quand même, on va vous représenter brièvement. Peut-être, si vous le permettez, en poursuivant dans ce sens-là, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, avec Benjamin Haddad. Bon, ce soir, vous êtes là en tant que soutien de Rachida Dati, colistier. Vous faites d'autres trucs dans la vie. Je me contenterai de dire que vous connaissez bien la Maison de l'Europe. Lucie Castet, on vous connaît aussi pour plein de raisons, mais vous êtes colistière sur la liste d'Emmanuel Grégoire, la liste d'Union de la gauche. Et Pierre-Yves Bournazel, vous êtes sur la liste de Pierre-Yves Bournazel. Et vous n'y êtes évidemment pas seul, en compagnie d'une soixantaine de personnes. On aura à cœur de permettre qu'à la fin des échanges et des discussions que vous aurez entre vous et qu'on aura entre nous, vous puissiez aussi poser des questions. Donc je vais aller assez vite pour préserver ce petit temps. Et effectivement, comme tu l'as dit Michel, présenter les résultats d'un sondage qui a vraiment vocation qu'à camper le décor. Et soyez soulagés, ceux qui m'ont déjà entendu ici, ça va être très très court cette fois-ci. Il s'agit juste de profiter de ce que l'Institut Cluster 17 a poser quelques questions. Alors, ces questions sont exclusives. On va les révéler pour la première fois ce soir, mais elles ont été ajoutées à un sondage qui a été conduit par Cluster 17, qui est représenté d'ailleurs ce soir, la semaine dernière, et qui a été publié pour comprendre quel était le rapport à l'Europe des Parisiens, qui est un rapport un peu spécifique et en tout cas les distingue du reste de la population. C'est pour ça que vous verrez sur l'écran, à gauche, les réponses des Parisiens, comparées à un sondage également de Cluster 17 qui a été fait un peu plus tôt au mois de janvier et qui posait des questions sur l'Europe qu'on a reprises à l'identique, notamment celle-ci, puisqu'elle a été posée dans l'enquête qui s'appelle Eurobazooka pour le grand continent. Est-ce que vous souhaitez que la France reste membre de l'Union européenne ou quitte l'Union européenne ? La majorité des Français souhaitent que la France reste membre de l'Union européenne, mais il y en a un tiers qui ne sont pas tout à fait sur cette ligne-là. Les trois quarts des Parisiens, en revanche, sont pour le projet européen et de la France dans l'Europe. Ce qui peut s'expliquer par la sociologie particulière des Parisiens, hein, plus diplômés notamment, c'est une des variables les plus associées à la question européenne, mais pas uniquement. C'est-à-dire que les profils et les catégories qui sont la plupart du temps un peu rétives à l'égard de l'Europe le sont moins à Paris que dans le reste de la France. Alors ça se voit aussi sur une autre question, ce différentiel. Hein. La question était, est-ce que vous êtes favorable à ce que le pays utilise l'euro ou une monnaie nationale ? Les 2/3 des Français souhaitent l'utilisation de l'euro. Et les 3/4 des Parisiens fournissent la même réponse. On va dire en cela, d'ailleurs, les Parisiens sont peut-être un tout petit peu plus cohérent entre les deux réponses. On a le droit de dire moi je veux quitter l'Europe mais je veux garder l'euro, mais bon c'est compliqué quand même. Et voilà, les Parisiens sont assez alignés sur leur position. Ceux qui sont pour quitter l'Europe sont aussi pour revenir à des monnaies nationales, mais encore une fois ils sont minoritaires. Et puis enfin, troisième question avant de lancer le débat, mais c'est une question là posée sur Paris. Est-ce que les Parisiens sont favorables ou non à des accords et des partenariats avec d'autres capitales européennes. 24% des personnes interrogées, on a interrogé plus de 1200 Parisiens dans cette enquête, pensent que c'est essentiel. Et 39% pensent que c'est important, donc en gros 6 Parisiens sur 10 accordent une importance forte à cette histoire et à cette idée d'avoir des partenariats. Je reviendrai un peu plus tard dans la discussion sur une autre question, sur une question de priorité, mais puisqu'on a un peu dressé le portrait européen des Parisiens, je vais vous inviter tous les trois à dresser votre propre portrait européen, nous dire voilà, quel Européen vous êtes et ce qu'évoque pour vous cette formule qu'on a utilisée ici à la Maison de l'Europe de Paris ce soir, Paris, capitale européenne.
Alors, on n'a pas fait de tirage au sort pour dire qui commençait, qui concluait. Donc, je ne sais pas comment procéder. Par ordre alphabétique, tenez, monsieur Bournazel, comme là-haut, si vous voulez nous dire quel Européen vous êtes et ce que vous évoque Paris, capitale européenne. Bonsoir. Merci d'abord de votre invitation et merci d'avoir organisé cet échange. Je suis très heureux d'être là et on va essayer de répondre à vos 3 vœux. Je crois qu'on peut les exaucer dans l'intérêt général, donc soyez rassurés, Monsieur le Président, avec grand plaisir. Quel Européen je suis? Alors quand j'ai vu qu'il y avait cette question, j'ai pensé tout de suite à mon grand-père. Parce que mon grand-père était soldat en 39-40, mobilisé, chasseur alpin, blessé au front. Et mon grand-père m'a transmis le goût de l'Europe, l'amour de l'Europe, l'amour de la France aussi, et le tragique de l'histoire. Et je pense aujourd'hui souvent à lui, quand je vois les bascules géopolitiques possibles. Ce qui m'a transmis, c'est qu'une grande nation comme la France s'est écroulée en quelques semaines. C'était une grande puissance militaire, une grande puissance économique, avec des principes républicains déjà très ancrés dans son histoire. Et en quelques semaines, tout s'est effondré. Et Paris a connu, en 1870, l'invasion. Paris a connu l'occupation en 40. Paris a été abîmé. Paris a été souillé par l'occupation. Paris a connu les rafles. Paris a connu l'horreur. Et je crois que cette conscience-là, c'est d'abord la conscience de l'histoire. C'est que l'Europe, elle nous protège. Que l'Europe, va nous protéger dans un monde de bascule possible face à des hyperpuissances qui deviennent de plus en plus menaçantes pour nos modèles démocratiques, nos démocraties libérales, pour notre économie, pour notre modèle social, pour notre souveraineté numérique, pour notre souveraineté en matière de santé, on l'avait vu au moment de la Covid, et puis évidemment sur le plan militaire, sur le plan de notre sécurité extérieure, notre sécurité européenne. Donc l'Européen que je suis, c'est celui qui connaît l'histoire, qui a reçu des valeurs, qui comprend qu'il va falloir se battre pour l'Europe, qu'il va falloir se battre pour notre modèle démocratique, libéral, défendu par les grandes nations européennes, et combattre cette logique du repli, combattre cette logique du nationalisme, combattre cette logique de la haine de l'autre. Et nous voyons que face à l'hyperpuissance des États-Unis, qui aujourd'hui ne regardent plus l'alliance avec l'Europe, face à l'agression de la Chine, face à l'impérialisme russe et face à la guerre sur le sol européen, il faut éveiller les consciences, il faut que l'Europe assume sa puissance, il faut que l'Europe défende sa force et il faut que Paris, grande capitale européenne, soit en première ligne pour défendre ces valeurs-là. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en introduction. Merci. Alors, il faut aussi... On peut applaudir. Il faut aussi éteindre ses portables, en fait, si c'est possible. Mais du coup, ça fait un rappel pour tout le monde. Le mien, il est sur vibreur, mais j'en ai besoin. Je me mets sur la table, c'est pas poli, mais c'est pour avoir l'heure. Merci Pierre-Yves Bournazel. Lucie Castet, vous voulez poursuivre ? Avec plaisir, merci beaucoup. Merci aussi pour l'invitation. Je me joins à Pierre-Yves Bournazel pour les remerciements et aussi pour tous ceux qui ont rendu cette soirée possible. Merci aussi d'être aussi nombreux dans cette salle. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous. Moi, je remonterai à une histoire moins lointaine que Pierre-Yves Bournazel, même si mon grand-père a aussi été soldat. Mon grand-père, on ne croirait pas, a fait les 2 guerres, lui. J'ai un grand-père qui était très, très âgé. Mais je remonterai moins loin pour dire que moi je suis une enfant de l'Europe. J'ai grandi dans les années 90 et la première fois de ma vie que j'ai été amenée à voter, c'était en 2005. J'avais tout juste 18 ans et c'était la question sur le traité constitutionnel européen. Et ça a structuré mon éducation politique, puisqu'évidemment j'ai eu des débats sans fin dans ma famille, chez mes parents, au lycée, sur la question de quelle Europe voulons-nous. J'ai été élevée dans une famille très pro-européenne et donc j'ai été moi-même très encline à croire en la construction européenne, en croire que l'Europe pouvait contribuer à rendre la vie de nos concitoyennes et de nos concitoyens meilleure. À ce moment-là, dans ce vote-là, moi j'avais choisi de voter non pas par rejet de l'Europe, mais par
la volonté de construire une autre Europe qui ne serait pas aussi explicitement tournée vers un fonctionnement de marché, mais qui aurait par exemple en son sein davantage d'ambition en matière sociale. Mais j'ai trouvé que ces débats-là étaient extrêmement intéressants et qu'enfin on débattait de fond, et c'est parfois pas suffisamment le cas en politique. Et donc c'est vraiment un moment qui a structuré ma pensée politique, ma construction politique. Je dirais que j'ai un rapport un peu d'exigence, de déception, mais d'espoir vis-à-vis de l'Union européenne. Évidemment, je reste une convaincue que l'échelon européen est un échelon pertinent. Mais l'Europe m'a parfois déçue, comme je crois beaucoup de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Et je crois que voir ces chiffres-là interpelle, voir qu'il y a 55% seulement des gens qui pensent qu'il faut rester dans l'Union européenne en France, et qu'il y a un fossé si important entre les habitants de Paris et les habitants du reste de la France, c'est-à-dire de la province, ça montre quand même qu'il y a une forme de décrochage dans l'identification à la construction européenne. Et c'est là où je crois qu'il y a une déception. Je crois que l'Union européenne peut jouer un rôle majeur dans l'amélioration des conditions des unes et des uns et des autres, mais qu'elle a parfois failli, et donc qu'il faut redonner espoir en l'Europe. Il faut démontrer de nouveau que l'Europe est un échelon pertinent de construction du commun. Et là, je partage en partie votre avis sur le fait que l'Union européenne a encore beaucoup à apporter aux Européens. Je pense notamment à la question de la régulation de la technologie et de la lutte contre les big tech. Je pense que l'échelon européen reste l'échelon pertinent. Le marché européen est un marché immense, mais ayons foi en ce qu'on peut démontrer en tant qu'Européens. Ayons foi sur le fait qu'on peut tenir tête aux Américains, mais aussi aux Chinois, vous l'avez dit, sur le fait que nous aussi, nous avons une identité, et notre identité, elle n'est pas dans la simplification à l'excès de nos normes, mais plutôt dans l'ambition sociale, l'ambition environnementale et l'ambition industrielle. Je pense que vraiment, c'est un regard à la fois exigeant, d'espoir, mais aussi d'exigence amicale, disons, que je pense que nous devons porter vis-à-vis des institutions européennes qui ont encore beaucoup à faire pour convaincre une grande partie de nos concitoyens qu'elle a quelque chose à leur apporter. Merci. Benjamin Haddad, c'est à vous. Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être à nouveau ici à la Maison de l'Europe, et je vais moi aussi soutenir évidemment vos demandes, et je vais vous dire, j'ai un conflit d'intérêts puisque évidemment vous êtes ici au cœur de ma circonscription, en plus c'est 10 minutes à pied de chez moi, mais je voudrais vraiment vous remercier, Michel, Emmanuel, Ursula, je crois, qui veille au fond, pour tout le travail que vous faites pour faire vivre l'Europe au quotidien. Déjà pour expliquer, faire un travail d'éducation sur les institutions européennes, sur la citoyenneté européenne, et puis plus généralement pour être un espace de débat. J'ai eu l'occasion ces derniers mois d'être avec vous, vous l'avez dit, quand vous avez reçu par exemple le président Costa avec Enrico Letta, qui est le maire de Paris d'ailleurs, qui était là aussi, on a eu un échange très riche. Quelques semaines auparavant avec la vice-première ministre moldave en charge de l'intégration européenne, Kristina Gerasimov. Et l'exemple moldave est intéressant parce que, au fond, je trouve que on voit souvent l'identité européenne quand on va dans des pays qui sont encore candidats et qui se battent parfois face à la pression et l'ingérence de la Russie. C'est le cas des Moldaves, des Ukrainiens bien sûr, des Géorgiens, des peuples des Balkans qui se réforment en profondeur pour pouvoir faire partie de notre club, parce qu'ils voient que malgré ses imperfections, l'Union européenne, c'est la garantie aujourd'hui dans un monde violent et turbulent de l'état de droit, de la démocratie, d'un marché libre, de règles qui régissent nos institutions face aux impérialismes. Moi, j'ai eu l'Europe a toujours été au cœur de mon identité personnelle et politique, mais il y a toujours un moment qui m'a plus marqué. Il y a un peu plus de 10 ans, début 2014, j'étais avec des amis militants, sympathisants pro-européens, place Maïdan, aux côtés des jeunes Ukrainiens, qui alors étaient par dizaines de milliers à manifester pour un avenir meilleur, pour la lutte contre la corruption, pour ancrer la démocratie et se rapprocher de l'Union européenne, même pas être candidat d'ailleurs à l'époque à l'Union européenne, mais juste un simple traité d'association, un traité de libre-échange. Et pour la première fois de l'histoire, des jeunes gens sont morts, ont été assassinés, le drapeau européen au poing. Je le dis parce que quelques mois plus tard, nous placions en France, aux élections européennes de 2014, pour la première fois de notre histoire, l'extrême droite, le Front National, en tête d'une élection européenne. Et donc, quand on est pro-européen, on est exigeant, on veut transformer l'Europe, on veut la réformer, on veut qu'elle affirme sa puissance sur la scène internationale, mais c'est facile aussi d'être un peu blasé, de ne pas se rendre compte aussi du bien qu'on a. C'est un bien fragile,
qu'on doit défendre face aux impérialismes et aux pressions extérieures, mais voir le courage de ces jeunes gens en Ukraine, en Moldavie, en Géorgie, qui aujourd'hui sont ciblés précisément parce qu'ils ont ce drapeau européen, ça nous rappelle aussi le rêve et l'inspiration que ça représente pour des dizaines de millions de citoyens. Alors oui, on est dans un moment de turbulence. La guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine et la menace que fait peser la Russie sur toutes nos démocraties, à travers ses attaques cyber, ses ingérences dans nos processus électoraux, ses incursions aériennes, ses drones. On a non seulement les États-Unis qui nous tournent le dos, mais qui nous ciblent maintenant directement, qui ciblent notre modèle démocratique, qui menace la souveraineté et l'intégrité territoriale de nos alliés du Danemark. On a la pression commerciale, l'agressivité de la Chine. Qui peut penser que nous serons plus forts, divisés et seuls, plutôt qu'à 27 ? Donc oui, nous devons peser collectivement pour réarmer, pour approfondir notre marché intérieur, pour soutenir nos instruments de défense commerciale, pour réguler aussi les réseaux sociaux face aux menaces de désinformation. Et je suis convaincu que c'est là une aspiration qu'on peut d'ailleurs, je pense, partager ici aussi et qui doit nous porter. Et juste peut-être un dernier mot sur Paris et les Parisiens, parce que oui, les Parisiens l'ont bien compris, Paris est une ville qui aime l'Europe et puis les Européens aiment Paris. Ça a été une ville refuge, une capitale de liberté. Des grands Européens comme Hannah Arendt, comme Kundera et d'autres ont fui le totalitarisme ou l'antisémitisme pour se réfugier à Paris. Et donc, nous avons une responsabilité particulière aussi, nous, Parisiennes, Parisiens, pour porter cette vocation européenne universelle. Merci. Merci à vous trois pour ce premier tour d'horizon. Alors, en matière de confrontation, pas forcément sur l'Europe, qu'on ne vous mettra pas d'accord, même si on a entendu des nuances, mais d'ailleurs, ce n'est pas forcément l'objet ici. Mais ça prouve au passage, d'ailleurs, qu'on peut couvrir un large cercle, un arc large, de l'espace politique et avoir des points communs quand il s'agit des fondamentaux. Et ce qui était sous-jacent dans vos interventions, ce sont les valeurs fondamentales qui peuvent encore nous rassembler dans ce monde qu'on dit trop souvent trop divisé. Non pas pour chercher la confrontation, mais rentrer plus dans le vif du sujet. Ce qu'on cherche ici ce soir, c'est pas... on n'est pas à la télé, donc on ne cherche pas à avoir les petits clashs qu'on va ensuite reproduire. Dans un débat comme ça, on cherche avant tout à comprendre et aussi à se projeter dans les différents scénarios et ceux que vous représentez ici sur Paris et ses enjeux. Et donc, c'est la dernière question du sondage que j'ai à partager et qui a consisté à demander aux gens qui nous disaient oui, c'est important, voire essentiel d'avoir des coopérations européennes, quels étaient les sujets de priorité. Ce qui forcément était aussi un peu les priorités des Parisiens. Et donc, ils pouvaient citer plusieurs réponses dans une liste dont vous voyez les résultats là. Alors, ils sont peut-être un peu cachés. Je vais présenter les principales réponses citées par plus d'un tiers, alors qu'il y avait un choix limité. On ne pouvait donner que 3 réponses. Lutte contre la pollution, adaptation au changement climatique, lutte contre la pauvreté, 32%, lutte contre le narcotrafic. Tout ça, c'est au moins un tiers des Parisiens qui l'a choisi parmi les 3 premières réponses sur une quinzaine de réponses possibles. Viennent ensuite tout un paquet, donc ceux qui présideront, et d'ailleurs dans un conseil municipal, tout le monde d'une certaine manière contribue. Donc bon courage pour aussi digérer ce paquet de demandes sur l'accès au logement et la régulation des locations saisonnières. On avait évidemment Airbnb derrière la tête. Les incivilités du quotidien. C'est important d'ailleurs de voir que le narcotrafic aujourd'hui l'emporte sur ce qui peut être des irritants du quotidien en matière d'insécurité et d'incivilité. Le transport et la circulation, l'accueil des migrants. Et pour terminer, tout ce qui fait plus de 15%, l'attractivité économique et les échanges culturels un peu plus forts que échanges scolaires, tourisme, mixité sociale et prise en charge du vieillissement. Donc voilà, un large spectre de sujets. Et voilà, les réactions qu'on attend de vous, c'est à la fois de dire quelles sont vos propres priorités, mais peut-être pour rester dans cette thématique de Paris, capitale européenne, de dire aussi quelles sont vos sources d'inspiration. Finalement, Paris rayonne et Paris peut inspirer, puis Paris peut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Bon, alors pour commencer par Pierre-Yves Bournazel, on peut peut-être commencer avec vous, Lucie Castet. Alors je pense que c'est très intéressant ce que vous dites là et je ne peux pas m'empêcher de penser que quand même ces priorités-là exprimées par des Parisiens sont
grandement des priorités qui ont été déployées par la mandature qui vient de s'achever. Alors il y aura probablement des nuances entre les uns et les autres autour de cette table, mais quand même, je pense qu'on peut reconnaître que notamment la question de la lutte contre la pollution, ça a été une des priorités majeures du mandat qui est en train de s'achever et que les résultats sont très positifs à cet égard. Vous me demandez mes sources d'inspiration, c'est une question importante et intéressante, y compris sur la forme et sur la philosophie. Je pense que c'est très important de considérer qu'il faut s'inspirer de ce qui est fait bien ailleurs. On critique beaucoup parfois d'autres dynamiques, d'autres villes, etc., d'autres pays, mais je pense que c'est très bien aussi de reconnaître qu'on n'a pas raison tout seul et qu'on peut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Moi, ce qui m'inspire beaucoup dans les politiques qu'on est en train qu'on a menées déjà et qu'on s'apprête à mener si les Parisiennes et les Parisiens nous font de nouveau confiance, c'est notamment la ville de Barcelone, puisque Barcelone était dans une situation extrêmement critique à l'égard de la situation du marché du logement, puisque vous savez que le surtourisme, l'exposition touristique de Barcelone a conduit à une explosion des loyers. Je crois que les chiffres, c'est les loyers ont augmenté de 36% entre 2018 et 2022, donc sur une période extrêmement courte, et le prix des biens immobiliers a augmenté de 17% sur la même période. C'est énorme. Et Barcelone a eu une action publique décisive pour réduire le poids du loyer et le prix de l'immobilier dans cette ville pour notamment atténuer donc l'impact de la crise immobilière et donc redonner de l'argent aux Parisiennes, aux Barcelonais et aux Barcelonais dans la ville. Donc c'est une ville qui vraiment a su prendre des décisions. On s'en est inspiré évidemment sur les questions d'encadrement des loyers, mais c'est une ville très inspirante. Je pense également à Vienne, puisque vous savez que c'est pas intuitif, on n'a pas toujours cette idée sur Vienne, mais Vienne, c'est une ville qui protège ses habitants, encore une fois dans un contexte de logement qui se renchérit, puisque 62% des Viennois vivent aujourd'hui dans des logements sociaux ou à loyer modéré. Et c'est aussi ce qu'on compte faire à Paris pour contribuer, y compris à garder la classe moyenne à Paris, puisqu'on sait que c'est de plus en plus difficile de vivre à Paris, mais on y reviendra tout à l'heure. Et puis enfin, une ville qui est assez peu connue de nous autres Français, c'est Ljubljana. Ljubljana, c'est une ville qui est absolument exemplaire en matière de piétonisation. Et je trouve que c'est très intéressant de voir à quel point la piétonisation, le fait de rendre piéton plus de rues dans la ville, permet aux gens de s'épanouir et d'aller visiter la ville au quotidien. C'est un exemple qu'on suit, puisque vous savez qu'on a créé énormément de rues aux écoles et qu'on propose d'en construire davantage, non seulement autour des écoles mais aussi ailleurs. On a aussi prévu un permis de piétoniser temporaire pour permettre aux gens d'aller se promener à pied dans la ville. Donc voilà les trois grandes sources d'inspiration que j'avais envie de citer. Et puis où il y avait aussi sur quel point la ville de Paris doit inspirer les autres capitales. En fait, c'est un peu le corollaire de ce que je viens de citer. Je pense que la ville de Paris est un fer de lance dans la lutte contre la crise immobilière et dans la lutte contre le renchérissement de la vie à Paris. Et le logement est un levier majeur pour ça. Ce qu'on souhaite faire, c'est davantage de logements abordables, davantage de logements sociaux et aussi de permettre davantage d'accession à la propriété par ce mécanisme que vous connaissez sans doute, qui est la dissociation entre le foncier et le bâti, pour permettre à des gens, des classes moyennes notamment, d'accéder à la propriété à Paris. Évidemment, on souhaite aussi que Paris soit une ville référence en matière de tourisme durable. Nous ne pensons pas que nous devons choisir entre le tourisme et la durabilité. Et donc, il y a plein de façons de rendre possible et conciliable le fait que Paris est une ville touristique qui continue d'accueillir des millions de personnes chaque année et le fait qu'elle reste attractive et vivable pour les gens qui vivent dans cette ville. Et enfin, sur un autre plan, je dirais, Paris peut rester un laboratoire d'essai d'un fer de lance en compagnie d'autres villes de combat qui sont extrêmement importants. Vous savez que Paris a été en pointe sur la lutte contre notamment les dark kitchens, qui sont des espèces de faux restaurants qui n'existent pas, qui n'accueillent pas de personnes qui viennent s'asseoir à table, mais qui juste produisent des repas et les font livrer partout dans la ville. Paris a lutté contre ça. Paris lutte contre des pratiques illégales de plateformes comme Airbnb. On le sait peu, mais Airbnb ne reverse pas toujours la taxe de séjour à la ville. Et donc, on peut lutter contre des pratiques d'entités privées qui sont peu scrupuleuses et peu respectueuses du droit et de la loi. Voilà quelques sources d'inspiration, mais je ne voudrais pas être trop longue. Non, mais vous êtes parfaite. Parfaite. On va assumer de garder le sens de rotation horaire. Donc, je vais donner la parole à Benjamin Haddad. Et puis, sur ce second tour de table, ce sera Pierre-Yves Bournazel qui conclura. Déjà, je pense que
Paris, il faut le rappeler, est la capitale des Européens, puisque aujourd'hui, c'est la ville en Europe qui a le plus d'Européens. Et je vois par exemple Éric Pestel dans la salle, on s'est vu il y a quelques semaines avec les associations d'Européens qui sont tous présents à Paris et qui animent la vie culturelle de notre capitale. Et je le dis parce que je crois beaucoup effectivement à ce qu'on appelle le benchmarking, c'est-à-dire le fait de pouvoir s'inspirer dans l'élaboration des politiques publiques des exemples étrangers. Et au fond, quelle meilleure façon que d'y associer les Européens au quotidien qui apportent chacun leur expérience, leur regard, souvent critique ou caustique d'ailleurs, sur la façon dont on fait les choses en France. Et donc, moi, je suis très favorable à ce qu'on structure de façon plus institutionnalisée, je dirais, le dialogue avec ces associations d'Européens qui sont demandeurs. Je voudrais dire un mot d'ailleurs aussi de la façon dont on peut leur faciliter la vie à Paris. Moi, je crois beaucoup à ce qu'on puisse avoir un guichet unique à la ville de Paris pour pouvoir simplifier les démarches administratives sur des choses parfois très concrètes, mais vous auriez du mal à imaginer à quel point ça peut être compliqué au quotidien. Par exemple, de faire une équivalence de permis de conduire. C'est un sujet qui remonte très régulièrement. Et donc, sur toutes les tracasseries administratives qu'on puisse faciliter la vie des Européens, sur la simplification des inscriptions sur les listes électorales, puisque vous le savez que les Européens communautaires peuvent voter, ils votent à ces élections, ils votent aux élections européennes, qu'on structure le dialogue aussi avec le Conseil parisien des Européens, ainsi que les partenariats entre des arrondissements et des quartiers de grandes villes européennes. C'est possible aujourd'hui, mais je crois qu'on peut le développer encore plus, et pour favoriser les échanges culturels ou encore économiques. Et Paris, capitale des Européens, je crois que Paris peut être la capitale aussi de la puissance et de la souveraineté européenne. Quand on parle de la nécessité pour l'Europe de réduire ses dépendances sur le plan technologique et numérique, on l'a évoqué, avec le risque de voir des algorithmes américains ou chinois décider de nos processus électoraux, sur le plan des technologies vertes. On a aujourd'hui à Paris des écosystèmes d'innovation formidables. Mistral a choisi de s'installer à Paris dans le 18e arrondissement. Je vais régulièrement à Station F où je vois les pépites, les innovateurs qu'on a dans tous les domaines comme l'intelligence artificielle, comme le quantique, comme les green tech ou encore la cybersécurité. Pourquoi je parle de ça ? Parce qu'on va avoir dans les prochaines années un investissement massif qui vient des institutions européennes, qui est le cadre financier pluriannuel. C'est le budget de l'Union européenne. Et les collectivités territoriales peuvent accompagner des acteurs, des entreprises, des chercheurs, des universitaires, pour aller chercher des fonds européens. Il va y avoir un fonds de compétitivité pour investir dans les nouvelles technologies ou encore dans la défense et dans le spatial. Il y a les fonds Horizon qu'on connaît. Et moi, je souhaite qu'on puisse faire de Paris un fer de lance de la souveraineté européenne en aidant les acteurs, en aidant tous nos écosystèmes d'innovation dans ces domaines pour aller chercher les financements européens. Et après, il faut être exemplaire. Être exemplaire dans la réduction des dépendances, ça veut dire par exemple appliquer le critère de préférence européenne dans tous les marchés publics de la ville de Paris. C'est ce qu'on pousse aujourd'hui au niveau européen. C'est de façon très simple que l'argent du contribuable européen doit aller soutenir des acteurs économiques européens dans tous les domaines. Et ça doit être aussi le cas, bien sûr, à Paris. Et enfin, et je sais que tout ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais s'assurer aussi d'avoir des outils numériques souverains. C'est quelque chose qu'on porte aujourd'hui au niveau de l'État. Pensez par exemple dépendance aux acteurs étrangers dans le cloud, le stockage des données, ce que ça représente en termes de risque cyber, ce que ça représente en termes de protection des données privées. Aujourd'hui, il y a un effort précisément pour passer vers des acteurs numériques français et européens dans tous ces domaines. Et là aussi, je crois que Paris peut avoir un rôle absolument pilote en Europe sur ces sujets. Encore une fois, on a les entrepreneurs, on a les innovateurs. Donnons-leur la chance par la commande publique, par les règles et par le soutien pour aller chercher tous les financements européens. Merci beaucoup. Même question pour Pierre-Yves Bournazel. Quelles sont vos sources d'inspiration et quels sont les enjeux européens pour Paris ? Alors, merci de cette question. Je vais essayer de répondre à la question précise et posée. Quelles sont les sources d'inspiration ? Alors, j'ai pas mal voyagé ces derniers temps, justement pour m'inspirer. C'est ce que je dis souvent. Pas pour copier, parce que les cultures et les tissus urbains sont trop différents, mais pour s'inspirer de bonnes pratiques politiques, s'inspirer de bonnes décisions. Je vous prends Stockholm, par exemple.
Je suis allé à Stockholm pendant une semaine. J'ai rencontré des acteurs du monde de la tech, j'ai rencontré des acteurs du monde économique, du monde culturel, du monde social, des élus, la présidente de la région, la maire, son premier adjoint. Et on a beaucoup discuté. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est deux choses. D'abord, c'est la gouvernance. Il est possible de travailler ensemble. Il est possible de mettre les différents acteurs autour de la table. La politique, c'est pas le clash, c'est pas le buzz, c'est pas les coups. Être maire, c'est faire, c'est délivrer des politiques publiques. Et pour ça, il faut avoir un tempérament, un caractère, une méthode de travail, savoir travailler avec les autres, les écouter, les respecter, les associer, les additionner et faire en sorte de délivrer. Parce qu'il faut que ça marche, le service public derrière. Il faut que ça fonctionne. Et pour ça, eh bien, j'ai trouvé qu'à Stockholm, des gens qui n'ont pas les mêmes idées sur tous les sujets, des gens qui viennent du privé, du public, ils se mettent autour d'une table, ils font avancer les sujets et les dossiers. C'est comme ça que je conçois le prochain mandat de maire. On a besoin d'apaisement dans la gestion. On a besoin de personnalités capables de travailler avec les autres, d'aller chercher les idées là où elles sont. Et j'ai vu ça en Europe du Nord et ça me plaît. J'ai vu en Europe du Nord, à Stockholm, en plus d'une bonne gouvernance, la probité. 1 euro d'argent public doit être 1 euro d'argent traçable. On doit savoir à quoi sert l'argent public. Et on ne rigole pas avec l'argent public à Stockholm. Et on vérifie. Et donc on gère bien les comptes publics, on évite de s'endetter, on fait en sorte d'évaluer. Et je porte par exemple à Paris une idée forte. Une idée forte, c'est qu'on ait un conseil des scientifiques et des entrepreneurs autour du maire et de son équipe municipale qui puissent participer à des études d'impact avant de prendre des décisions, savoir les conséquences que telle décision pourrait avoir sur l'urbanisme, sur les déplacements, sur l'économie, sur l'emploi. Être pragmatique. Ce conseil des entrepreneurs et des scientifiques, avec de la donnée, avec de la compétence, avec de la technicité, permettrait au maire et à son équipe municipale aussi d'expérimenter des choses. Avant, parfois, de faire quelque chose, il vaut mieux tenter, voir ce que ça donne. Et puis, si ça fonctionne, on généralise. Et si on voit que ça ne marche pas, eh bien, on arrête avant que ça soit une catastrophe. Sortir du dogmatisme. Et puis, évaluer. Ce que je porte depuis des années avec d'autres au Conseil de Paris, c'est de l'évaluation. Et on n'a pas ce comité d'évaluation, mais ce conseil des scientifiques et des entrepreneurs pourrait évaluer les politiques publiques, comme c'est le cas par exemple à Stockholm, c'est-à-dire de pouvoir corriger, amender ce qui dysfonctionne pour avoir des politiques publiques beaucoup plus percutantes. Voilà ce que j'ai vu par exemple à Stockholm, c'est cette logique de meilleure gouvernance et cette logique aussi de probité et de bonne gestion de l'argent public. J'ai vu à Copenhague 2 sujets qui m'ont frappé là aussi, et qui sont très importants, où on a des choses à faire à Paris. Premier sujet, c'est possible d'avoir un espace public apaisé. Des piétons qui se sentent en sécurité, tout en développant le vélo et la place des cyclistes, qui ont appris à savoir rouler, qui ont appris à respecter les règles, qui sont sanctionnés s'ils ne respectent pas les règles, et notamment le piéton qui est plus vulnérable. Apaiser cet espace public, c'est une priorité. On a des choses à faire, parce que c'est trop la pagaille, par exemple à Paris. Je dis, je vais être le maire anti-pagaille parce qu'il faut ordonner cet espace public, il faut en prendre soin, il faut s'occuper de ce quotidien. Et je trouve par exemple qu'à Copenhague, il y a cette volonté de se préoccuper du quotidien. Et puis j'ai vu les personnes les plus vulnérables, les personnes à la rue. Celles qui sont là dans nos rues, dans nos métros, on les voit et elles sont de plus en plus nombreuses. Et on est frappé parce que nous sommes d'abord des humanistes et la dignité humaine, c'est important pour un citoyen comme pour un maire. Et j'ai vu à Copenhague tout le monde autour de la table. Tout le monde travaillait ensemble. Les acteurs de la solidarité, les acteurs de la sécurité, de la police municipale comme nationale, les élus, les médecins, les psychologues, tout le monde travaille ensemble. Tout le monde évalue en permanence le travail. Et on n'oppose pas santé publique, par exemple, pour des personnes qui dépendent de la drogue, et sécurité. Tout le monde est autour de la table. Et on fait à la fois la sécurité des riverains et à la fois la santé publique pour les personnes qui dépendent de la drogue. Pour les personnes qui sont sans domicile fixe, on les accompagne pour leur trouver des hébergements, pour qu'ils aient un toit pour la dignité. Mais à l'intérieur du lieu, on s'en préoccupe. On les amène à se resociabiliser, à apprendre à refaire la cuisine, apprendre à avoir des discussions avec les autres. On les apprend par des dispositifs premières heures à se reformer, à aller travailler 2 heures par semaine, puis 4 heures, puis 8 heures, puis 12 heures. C'est-à-dire d'avoir un vrai accompagnement. J'ai vu ça et ça m'inspire pour le projet que je veux porter à Paris. Et puis, j'avais noté plein de capitales, mais je dirais que Londres, Amsterdam et justement Stockholm sont 3 capitales inspirantes sur la propreté. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont fait, alors qu'elles sont social-démocrates et écolos.
je prends volontairement ces 3 capitales. Elles ont fait la privatisation de l'ensemble de la collecte des ordures ménagères et l'ensemble du nettoiement des rues. Pour une raison simple, c'est que ça marche. Ça fonctionne mieux. Et quand la puissance publique sait mieux faire, il faut renforcer le service public. Et quand c'est le privé qui fait mieux, il faut lui déléguer la responsabilité avec un cahier des charges très strict pour être efficace. Et ce que j'ai vu dans ces capitales, c'est la recherche de l'efficacité des politiques publiques. Il faut que ça marche, et ça m'a inspiré. Alors Paris, pourquoi Paris peut inspirer ? Parce que Paris reste la plus belle ville du monde, parce que nous avons le plus beau patrimoine qu'il faut entretenir, qu'il faut chérir, et nous sommes tous des amoureux de Paris. Et en même temps, ce patrimoine est un atout, mais on a aussi la créativité des Parisiens. Je rencontre tous les jours des gens formidables dans le tissu associatif, dans le tissu entrepreneurial. Il y a l'innovation, la créativité, il y a de l'inventivité. C'est Paris. Et cette force-là, il faut la mettre au service aussi de tous les Parisiens. J'ai rencontré des créateurs, des innovateurs qui savent faire les feux intelligents, le stationnement intelligent, des capteurs sur nos bennes pour optimiser le ramassage, qui savent faire les robots intelligents pour faire le tri des emballages et des papiers. Alors, pourquoi ce n'est pas fait ? Nous le ferons. C'est ça être maire, c'est d'aller chercher les bonnes idées là où elles sont et on les met au service de la collectivité. Et ça, la créativité parisienne est une chance et une force et une source d'inspiration en Europe et dans le monde. Je voudrais que Paris, à la fin de mon prochain mandat, en 2032 ou 2033, puisqu'on dit qu'il durera peut-être 7 ans, les Parisiens puissent se dire, eh bien, on a amélioré notre vie quotidienne et on a vécu, au fond, dans notre ville, comme on avait vécu le temps des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Ce qui a été possible pendant un mois, il faut le rendre possible dans la vie quotidienne des Parisiens. C'est-à-dire des rues sûres, des rues propres et une mobilité. Oui, c'est possible, sauf pour ça, il faut amener de nouveaux leviers, de nouvelles politiques publiques. Et il ne faut pas hésiter de s'inspirer d'autres métropoles et capitales. Merci Pierre-Yves Bournazel. Alors, votre dernier développement ressemblait un peu à la réponse à la question que je m'apprête à poser, mais vous aurez à nouveau d'autres réponses sans doute. En commençant, si vous voulez bien par vous, Benjamin Haddad, comme ça chacun aura tour à tour démarré, conclu et joué l'intervention du milieu. Peut-être aussi une intervention un peu de conclusive avant de passer au dialogue avec la salle sur ce qui vous paraît le principal enjeu, ou pour le formuler autrement, voilà, ce mandat que vous aspirez à exercer, il aurait été réussi en 2032 si... Et je vous laisse compléter la phrase pour dire ce qui vous paraît le plus important d'avoir achevé à l'issue du mandat pour lequel vous soutenez ou êtes candidat. Moi, je veux simplement que les Parisiens et les Parisiennes soient fiers de leur ville et se sentent bien dans leur ville. Et aujourd'hui, quel décalage entre cette ville qui, bien sûr, rayonne sur la scène internationale, est au cœur de notre histoire, de notre culture, mais où tous les Parisiens constatent la dégradation de notre espace de vie au quotidien, sur la propreté, sur la sécurité, sur un espace public qui aujourd'hui n'est plus maîtrisé. Et fondamentalement, une élection municipale, ça doit être capable de répondre à ces questions. Moi, je suis député ici. Je vais courir dans le bois de Boulogne. Mais qui a envie d'aller courir dans le bois de Boulogne une fois qu'il n'y a plus de soleil ? Imaginez, en termes de sécurité. J'étais avec Rachida Dati, ma candidate, il y a quelques semaines. On est allé se promener à Marx-Dormois. En 1 heure, 1 heure et demie, nous n'avons pas croisé une femme. Pas croisé une femme dans l'espace public, ni dans les cafés, chez les coiffeurs. On voit aujourd'hui, je peux vous dire que j'y étais. Il y aura un temps de dialogue et on a vu, vous. mais on pourra en rediscuter. Et donc, fondamentalement, la première des exigences, c'est de ramener de l'ordre et de la sécurité à Paris. De l'ordre et de la sécurité, ça passera par le recrutement de 5000 policiers municipaux formés, équipés. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait une police municipale à Paris contre l'avis de la majorité sortante, mais on voit toujours une réticence aujourd'hui dogmatique à augmenter les effectifs et à les former, à les équiper. C'est-à-dire à faire en sorte que la majeure partie d'entre eux puissent être armés. Ça passe évidemment par des formations, ils ne seront pas tous armés, mais c'est, encore une fois, la première des priorités. Après, ça passera aussi par le fait d'avoir un déploiement
de caméras de vidéosurveillance. On va doubler les caméras de vidéosurveillance pour passer de 4000 à 8000, équipées avec la meilleure technologie possible en termes d'intelligence artificielle, précisément pour pouvoir avoir la réponse la plus réactive, la plus rapide possible à tous les problèmes d'insécurité. Après, bien sûr, c'est la propreté. La candidate l'a placé au cœur de son programme, avec la possibilité de privatiser la collecte, avec le fait de donner plus de responsabilités aussi aux maires d'arrondissement et de travailler en mettant tous les acteurs autour de la table de façon collégiale, coordonnée, pour pouvoir avoir la réponse la plus efficace possible sur la propreté. Ça, je pense vraiment que c'est les premières des attentes. Après, j'ai parlé tout à l'heure de la question de l'attractivité économique et de soutenir nos entreprises, nos commerçants, d'aller soutenir aussi nos familles qui font face à une crise de logement. C'est 130 000 Parisiens qui sont partis. C'est un coût du foncier qui a augmenté, avec une politique, là aussi, de préemption par la mairie de Paris, qui, de fait, n'a pas donné un meilleur accès aux classes moyennes. Au contraire, qui a fait augmenter de façon considérable, aujourd'hui, le prix de l'immobilier. Alors, ce qu'on veut, nous, c'est de ne pas se lancer dans une politique idéologique sur le logement social, mais faire en sorte que le logement social, il soit réservé pour ceux qui travaillent et pour ceux qui apportent, que ce soit les policiers, les enseignants, les soignants. Juste à côté d'ici, quand je vais à l'hôpital Sainte-Périne et que je vais parler aux soignantes et que je leur demande de quoi vous avez besoin, elles font parfois 1h30 de transport chaque jour. La première chose, c'est aidez-nous à obtenir des logements. Elles ne sont pas éligibles aujourd'hui à des logements sociaux. Aidez-nous à obtenir des logements et aidez-nous à trouver des places de stationnement. C'est aujourd'hui, si on peut juste faciliter pour ceux qui travaillent à Paris, pour ceux qui apportent des services, encore une fois, nos enseignants, nos forces de l'ordre, nos soignants, un meilleur accès au logement social, ça, ce sera vraiment aussi un gain net pour la vie des Parisiennes et des Parisiens. Voilà, de toute façon très simple, faciliter, redonner de la fierté, redonner de la sécurité et de l'ordre à Paris. Bravo. Merci. Voilà. Je poursuis dans la petite noria que j'ai donc mise en place. Pierre-Yves Bournazel, comme ça, Lucie Castet, vous pourrez intervenir ensuite sur cette troisième question et dernière question. D'abord, je vais commencer par le plus important, les comptes publics. Parce que si on ne dit pas comment on fait des économies, on peut tout promettre, mais on ne fera rien. J'ai construit avec des citoyens, des experts, depuis plusieurs années, une vision d'avenir de Paris. Il y a un projet solide parce que financé. Nous portons 4 milliards d'euros d'économies. 4 milliards d'euros d'économies sur 6 ans, avec une débureaucratisation de l'administration parisienne, avec l'application des 35 heures. 2 tiers des agents de la ville ne travaillent pas 35 heures. Avec l'arrêt de la préemption, sauf pour la salubrité, avec la volonté aussi de diminuer le train de vie, l'hôtel de ville, et mettre fin à un certain nombre d'abus, de privilèges et de mauvais usages de l'argent public. On a une actualité très riche sur le sujet, malheureusement. Mettre fin aussi à un certain nombre de mauvaises dépenses, supprimer dans le train de vie, c'est supprimer les jetons de présence, par exemple, pour les élus qui siègent dans les sociétés économiques, supprimer les voitures avec chauffeur pour l'ensemble des élus. Bref, avoir un train de vie diminué, débureaucratiser, appliquer les 35 heures, arrêter la préemption, revoir le périmètre d'action de la ville. Je parlais tout à l'heure de la propreté, des rues plus propres parce que c'est un partenaire plus efficace, mais ça permet des centaines et des centaines de millions d'euros d'économies parce que ça coûte moins cher. Tout ça, c'est 4 milliards d'euros d'économies expertisées, plus 3 milliards de rentrées, car nous allons vendre 20 000 logements qui appartiennent à la ville de Paris et qui ne sont pas sur son territoire aujourd'hui. Et c'était une politique des années 70 et 80 qui est complètement dépassée. Ça nous donne 7 milliards d'euros de marge de manœuvre sur 6 ans. Une grosse partie ira au désendettement de Paris pour éviter de payer des emprunts trop élevés. Ça, c'est important. De maîtriser, voire baisser la fiscalité et de pouvoir investir sur des priorités qui vont être financées. Nos priorités seront financées. Une police municipale, oui, 6 000 agents, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, du bleu dans nos rues pour assurer de la sécurité et de la tranquillité pour toutes et tous. C'est important parce qu'une police visible, c'est une police dissuasive et réactive. Par ailleurs, chaque soir, dans les métros, dans chaque rame de métro, en plus de la police des transports, je mettrai au moins un policier municipal, car trop de Parisiennes m'ont dit être victimes de violences et d'agressions sexuelles. 90% des femmes ont été victimes au moins une fois dans les transports en commun d'une forme de harcèlement ou d'agression. Ce n'est pas possible. Maire de Paris, j'y mettrai fin par une action concrète et résolue avec la présence de la police municipale. Je financerai une vraie politique d'apaisement d'espace public, de lutte contre la pollution et de bruit, en remettant notamment des bus
dans nos couloirs. On attend le bus 25 minutes, maire de Paris, à la fin de mon mandat, les bus seront toutes les 5 minutes, plus de bus, parce que comment font les personnes âgées pour circuler ? Comment font les personnes qui connaissent un handicap? Comment font les familles avec les poussettes? Le bus est la seule alternative crédible. Plus de bus, c'est la garantie de se déplacer plus facilement dans la ville. Et je mettrai en place les feux intelligents pour leur donner la priorité dans les carrefours. On va décongestionner Paris de la voiture extérieure en trouvant des solutions à ces franciliens qui sont obligés de prendre leur voiture, qu'on veut punir. Nous, on leur trouve une solution. Les parkings relais, avec la présidente de la région, Madame Pécresse, nous pourrons financer ça ensemble pour permettre à des franciliens de pouvoir laisser leur voiture, d'aller plus vite en transport dans Paris, en 10 minutes au lieu d'1 heure, et ainsi décongestionner Paris de la voiture extérieure et permettre aux piétons, aux cyclistes, aux automobilistes parisiens de pouvoir retrouver une ville où on circule, où on peut stationner, une ville, quel que soit son mode de déplacement, beaucoup plus agréable à vivre, moins de thrombose, moins de bruit et moins de pollution. Enfin, sur l'espace public, on va gérer les travaux. Le maire anti-pagaille, c'est celui qui organise les travaux. Parce que je ne sais pas qui s'occupe des travaux, mais en tout cas, c'est ni fait ni à faire. Demain, je reprends la coordination et l'organisation des travaux comme maire. J'imposerai des calendriers stricts. Les entreprises qui ne respecteront pas les calendriers auront des pénalités financières. Dans le cahier des charges, il y aura un barriérage esthétique, parce que ce n'est pas parce qu'on fait des travaux que ça doit être moche. Fini les plombs en béton et le barriérage gris. Il y aura des traversées obligatoires prévues pour les piétons. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et c'est très accidentogène. Il y a eu beaucoup de piétons qui ont eu des accidents parce qu'au moment des travaux, on n'a pas pensé à la traversée. Parce que le prestataire n'a pas l'obligation imposée, puisqu'il organise lui-même maintenant les travaux, j'y mettrai fin. Par ailleurs, je le dis aussi, sur cet espace public, nous allons réussir à faire en sorte de donner la priorité dans tous les aménagements aux piétons, qui est le plus vulnérable, qui est le grand oublié et le grand impensé. Nous allons revoir 200 aménagements, 200 carrefours à Paris qui sont dangereux pour les piétons et d'ailleurs pour les cyclistes, à commencer par le piéton pour essayer de le protéger. Si on apaise notre espace public, il faut aussi qu'on relance la politique du logement. Un choc d'offres. Il n'y a que ça qui peut fonctionner. On veut remettre 60 000 logements sur le marché. Comment on fait? Eh bien, on change la politique, c'est-à-dire on n'est plus en défiance avec le propriétaire. On dit au propriétaire, vous êtes notre allié. Si vous remettez votre bien qui est en résidence secondaire ou en location saisonnière sur le marché principal, nous vous baissons la taxe foncière et nous vous faisons participer au PAC 100% garantie paiement des loyers. Si vous avez un impayé, eh bien la ville vient en assurance publique vous payez ce loyer-là pour qu'il y ait beaucoup plus de logements. Vous imaginez 60 000 logements remis sur le marché, c'est 60 000 familles qui peuvent revivre à Paris, alors que nous avons perdu 180 000 Parisiens en 12 ans. C'est une véritable saignée. Et tout ça est financé grâce à l'arrêt de la préemption, qui coûte bien plus cher que ce pacte 100% garantie paiement des loyers. Bien sûr, nous logerons en priorité dans le logement de la ville de Paris les femmes et les hommes qui travaillent à Paris, les infirmières, les aides-soignants, les puéricultrices, les policiers, les enseignants, les femmes et les hommes qui travaillent dans nos commerces, dans nos entreprises, qui tiennent Paris debout et qui vivent à 1h30 de Paris, qui font 3 heures de transport par jour. C'est une question de justice sociale, c'est une question de mérite. Je leur donnerai la priorité absolue d'accès au logement de la ville de Paris et je referai du logement intermédiaire. Dernière chose, je ferai en sorte que les Parisiens, en plus d'avoir un logement sur la tête, d'avoir un espace public plus apaisé dans lequel on puisse aller et venir, dans une ville moins polluée et bruyante, avec des comptes publics tenus, qu'on puisse profiter de notre ville. Donc on a un plan de végétalisation, notamment des maréchaux, des placettes, des rues, mais on a un plan d'accès à la culture et au sport. Parce qu'aujourd'hui, les Parisiens sont tirés au sort, les petits Parisiens pour aller dans les conservatoires, et les Parisiens vont voir les clubs, et les clubs leur disent, sportifs, bon, on n'a plus de créneaux. Alors on a fait quelque chose de simple avec des architectes urbanistes, et je me suis inspiré d'ailleurs d'un de mes voyages européens, j'ai fait travailler des architectes urbanistes sur le sujet, c'est la modularité. Nous avons repéré les établissements et les bâtiments publics municipaux qui sont disponibles à certaines heures du jour, à certains jours de la semaine ou à certaines semaines de l'année. Et nous allons rendre des milliers d'heures pour le théâtre, pour la danse, pour la musique, pour le foot, pour le taekwondo, pour le judo, pour permettre aux Parisiens dans leur quartier de pouvoir s'épanouir et d'avoir accès à la pratique culturelle et sportive. L'idée, à la fin du prochain mandat, c'est de donner envie de vivre à Paris, de construire sa vie à Paris et d'être fier d'habiter la plus belle ville du monde. Merci Pierre-Yves Bournazel. Alors, Lucie Castet, vous représentez la majorité sortante et vous
pourriez avoir la tentation de répondre sur un ou deux points. Un tout petit peu, un tout petit peu. Alors, vous faites l'usage que vous voulez des plutôt 6 minutes que 5 pour être d'accord avec vos deux prédécesseurs. Mais n'oubliez pas de répondre à la question aussi de Oui, en fait, ce que sera un marqueur d'un quinquennat, d'un mandat réussi. Très bien. Excellent lapsus, bravo. Non, mais vous remarquerez quand même que mes deux co-débatteurs, mes deux très aimables co-débatteurs, ont quand même la chance de ne pas aujourd'hui être aux affaires et donc de pouvoir offrir un contraste qui, parfois, il me semble, peut être un tout petit peu éloigné de la réalité. Et je vais prendre un exemple. Quand M. Bournazel promet 4 milliards d'euros d'économies sur le budget de la ville, c'est à peu près 12 milliards d'euros. En réalité, on ne peut pas promettre plus de services publics quand on fait 4 milliards d'euros d'économies. C'est faux. On ne peut pas promettre de réduire le nombre de logements sociaux, mais dire qu'on pourra en donner davantage à nos auxiliaires de puériculture, à nos agents municipaux, à nos agents de la police municipale. Ça n'existe pas, ça n'est pas possible. Et donc, en réalité, la vraie question, c'est est-ce qu'on veut plus de services publics ou moins de services publics? Est-ce qu'on cherche avant tout à se désendetter ou est-ce qu'on considère qu'il faut une démarche d'endettement, une trajectoire d'endettement qui est raisonnable, qui est responsable et qui est soutenable? La ville de Paris... Je vois bien que la salle n'est pas acquise sur le plan budgétaire, mais je vais vous expliquer quelque chose. Je fais preuve d'une très grande lucidité. La ville de Paris, vous le savez, ça c'est impossible. Oui, c'est en 6 minutes. En 6 minutes, c'est un défi. La ville de Paris est aujourd'hui la collectivité la mieux notée de France par les agences de notation. On peut contester les méthodes des agences de notation, mais toutes les agences de notation de la ville de Paris lui donnent toujours la meilleure note. Et par ailleurs, la chambre régionale... Pardon ? C'est pour ça qu'elle s'endette, la ville de Paris. Alors, très bien, monsieur. Merci de l'invective avant du début des questions et des réponses. La dette, qu'est-ce que c'est la dette ? La dette, c'est un investissement sur le long terme. Il n'est pas possible, c'est mentir de dire qu'on peut construire des écoles, qu'on peut rénover des places, créer des forêts urbaines sans s'endetter. Ça n'existe pas. Et demandez d'ailleurs à monsieur Haddad, qui représente d'une certaine manière le gouvernement, puisque vous êtes ministre, l'État n'a jamais été aussi endetté. L'endettement, au contraire de l'État, pour une collectivité, c'est un endettement qui n'existe que pour financer de l'investissement. Là où l'État... S'il vous plaît, monsieur, en fait, je vais vous demander de ne plus intervenir pendant le débat, parce qu'il y aura un temps pour ça. Soyez courtois, s'il vous plaît. En tout cas, je reprends. Sur la question budgétaire. La question de l'endettement, et d'ailleurs vous avez dit sans s'endetter. Moi je pense qu'il est tout à fait la trajectoire de dette est tout à fait discutable, on peut en débattre, etc. Mais renoncer à l'endettement par principe, c'est une erreur économique. Tous les États s'endettent, toutes les collectivités s'endettent. Ensuite, on peut discuter de l'opportunité de s'endetter un peu plus, un peu moins, mais être contre l'investissement, contre l'endettement, c'est être contre les services publics. Or moi je pense que la ville de Paris est une ville qui regorge d'une richesse immense, qui est celle de la diversité de sa population, de la diversité de ses usages, de la diversité des pratiques, et que pour continuer à faire vivre cela, eh bien, il faut continuer à investir dans nos services publics. Nos services publics, c'est pas abstrait, c'est très concret. Ce sont des bibliothèques municipales où peuvent aller absolument tout le monde. Moi, j'habite dans un arrondissement où, dans la bibliothèque municipale, j'emmène mon fils qui a 4 ans, et ben, dans cette bibliothèque municipale, il y a des enfants absolument de toutes les origines sociales et géographiques. Ça, c'est le service public parisien, et ça, c'est ce qu'on souhaite. S'il vous plaît. J'ai du mal à imaginer qu'on puisse s'opposer au fait d'avoir des bibliothèques municipales qui accueillent des enfants de toutes les origines sociales et géographiques. En tout cas, moi, je trouve, c'est ça en quoi je crois, et c'est ça qui me rend fière, parce que moi, je crois que les gens sont encore fiers et resteront fiers de vivre à Paris. On peut avoir des divergences de fond qui sont très nombreuses, mais je pense que les gens, aujourd'hui, sont fiers d'être à Paris. Ils partent en partie parce que la ville est trop chère. Là, je suis d'accord avec vous, la ville est trop chère. Et l'une des grandes priorités de la prochaine mandature, c'est justement de redonner, non pas du pouvoir d'achat, mais du pouvoir de vivre. Et le pouvoir de vivre, c'est quoi? C'est des services publics qui sont compétents, qui sont en nombre suffisant, qui accueillent bien les gens. Et là, il y a un changement de posture aussi à adopter. Et ce que je souhaite porter, moi, notamment, parce que je suis très investie sur la question des services publics, vous l'aurez compris, merci. Et je pense que les services publics doivent changer de posture, avoir une posture qui est plus moderne et qui est moins descendante. Les gens, ce ne sont pas juste des usagers, des clients. C'est aussi des gens qui ont le droit de construire et d'être écoutés sur la manière dont les services publics fonctionnent. Je crois aussi
aussi qu'il faut écouter davantage les agents publics au quotidien sur la manière dont ils pensent que le service public devrait fonctionner. Et là, c'est comme ça que on pense, nous, l'hyper-proximité. Vous avez parlé de sécurité. Eh bien, nous, notre proposition, c'est d'avoir 1000 agents supplémentaires de police municipale et qui soient présents notamment dans des kiosques, dans les arrondissements, pour qu'ils soient là au jour le jour quand les gens en ont besoin. C'est ça l'hyper-proximité et c'est ça les services publics qui répondent aux besoins de tout le monde, mais aux besoins de toute la population parisienne. Donc l'hyper-proximité, c'est un changement de méthode. Et puis, enfin, il y a une question de préserver la diversité, célébrer la diversité dans la ville de Paris. Je pense que ça, c'est le maintien du vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est souvent un mot qu'on utilise qui est fourre-tout. Et moi, ça, j'aime pas le fourre-tout, donc je vais essayer d'être un peu concrète. Le vivre ensemble, c'est aussi la préservation du tissu associatif. Et je reviens sur la question des économies. Quand on fait des économies, eh bien, on cesse de financer des associations qui font aujourd'hui vivre la ville de Paris. Les clubs sportifs, vous disiez, il manque de créneaux. Je suis d'accord qu'il manque de créneaux, donnons-leur davantage de créneaux. C'est un endroit où on peut se rejoindre. Mais tous ces clubs sportifs, ils existent. Ils permettent à des millions d'enfants parisiens d'accéder à la pratique sportive, et pas que des enfants d'ailleurs, parce que la ville de Paris les soutient, parce que on a décidé de faire vivre cette ville de cette manière-là. Et donc, encore une fois, la question, c'est pas plus ou moins d'endettement, c'est plus ou moins de services publics, et de quelle manière on les finance, de quelle manière on fait vivre les gens ensemble, et de quelle manière on continue à être fiers de Paris. Merci beaucoup. Merci vraiment à vous trois d'avoir aussi tenu le temps. On a terminé quasiment dans les temps impartis, compte tenu du petit retard de départ. Ça va être le moment de poser des questions. Ben voilà, c'est exactement comme ça qu'on pose une question, en levant la main. Je vais juste... Parce qu'il y a eu des règles, après tout, pour les candidats qui sont là. Il peut y en avoir aussi pour la salle. Je ne crains pas de me faire détester. Si vous voulez juste faire en sorte que vos questions soient des questions, c'est-à-dire des phrases qui se terminent par un point d'interrogation, ce qui permettrait qu'il y ait un grand nombre de questions qui soient posées. Voilà. On voit que et vous si avez ça peut l'habitude. être une phrase, c'est pas mal. S'il peut y avoir... Et quelqu'un aura un bonus si sa question comprend le mot Europe. Ça comprendra forcément le mot Paris, mais ce n'est pas obligé. Mais si ça comprend en plus le mot Europe, alors là, ce sera l'extase ici sur scène. Vous aviez posé la main en premier. Alors, on va prendre une série de 3 questions et pardon. Allez, on va dire 4 questions. Celles qui sont dans mon champ de vision. Désolé pour les autres. Ce sera vous, puis vous, monsieur, vous, madame, et puis vous, monsieur. Et ensuite, on refera une tournée de questions, peut-être plus au fond. Mais allez-y, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Alors, je tenais à vous remercier pour l'organisation de ce débat et des personnes qui participent à ce débat. Ce sont des débats de haute teneur et c'est bien qu'il en soit ainsi pendant toute la soirée. Moi, je voulais aborder une question, l'urgence du périscolaire. Il est vrai qu'on voit remonter beaucoup d'affaires qui choquent les parents, avec les pères de petits-enfants. On a entendu pas mal de choses qui sont choquantes, qui me paraissent choquantes. Je voulais savoir quelle était votre vision, comment on pourrait aborder la question de manière à ce que ce sujet ne soit pour la prochaine mandature prioritaire et au terme de cette mandature ne soit plus un sujet. C'est clair, monsieur. Madame, parce que vous avez le micro. Et ensuite, on passe. Oui, bonsoir. Effectivement, mon premier constat et ma première question, c'est sur l'endettement de la ville de Paris. J'ai cru comprendre qu'il y avait 12 milliards de dettes. Comment comptez-vous faire des économies ? Donc, je pense qu'effectivement, je peux vous faire quelques suggestions, peut-être. Donc, diminuer le nombre de fonctionnaires, parce que j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait 55 000 fonctionnaires à la ville de Paris. Donc, je pense que ce serait une bonne chose de diminuer ce nombre et qu'il soit plus efficace, peut-être, dans beaucoup de domaines. Deuxièmement, je pense effectivement une autre suggestion, je pense que Pierre-Yves Bournazel en a parlé tout à l'heure, diminuer et contrôler le rôle des associations, de quelle corde que ce soit des associations sportives, culturelles, économiques et autres. Merci. Voilà, le micro peut passer à monsieur. Puis ensuite, il y a ce monsieur Doran derrière. Bonjour, moi je veux gagner le concours. Alors je vais commencer par le mot Europe. Je suis né ici, avenue de Versailles. Je suis profondément parisien. Je suis profondément
français et je suis profondément européen. Et je suis très surpris, très surpris. La région Île-de-France est la première région d'Europe. Elle est excessivement financée. Il y a beaucoup de choses qui sont faites par l'Europe et les Parisiens n'en ont pas conscience. De manière générale, je trouve d'ailleurs que les Parisiens n'ont pas conscience de tout ce que donne l'Europe par rapport à ce qui se passe. Je peux en parler aujourd'hui, c'est pas l'Europe, mais ma question, donc, c'est pourquoi on n'a pas conscience de tout ce que l'Europe a donné, ne serait-ce que par exemple le Grand Paris, les transports dont on a parlé et d'autres questions. Voilà. J'ai parlé Europe et j'ai gagné. Vous avez gagné. Alors, pas trop surcommencer par la question, mais vous avez le prix quand même. Allez, je vous l'accorde. Monsieur derrière, voilà, qui lève la main. Et même si vous voulez développer ce pourquoi vous posez la question, c'est toujours plus sympa pour les gens qui vont répondre si vous commencez par la question, parce que ça leur permet de comprendre où vous voulez en venir, même si vous avez une ou deux phrases à ajouter derrière pour dire pourquoi vous posez cette question. Excusez-moi de vous avoir... Moi, je suis Nicolas Mancier, je suis membre notamment du Mouvement Européen Paris. Et ma question va porter sur la citoyenneté européenne. Au début de la discussion, on a parlé du sentiment d'appartenance à l'Europe, de notre attachement à l'euro. Et moi, je suis très attaché au mouvement européen notamment, mais à travailler ce sillon de la citoyenneté européenne, c'est-à-dire de membres actifs d'un espace politique qui a ses forces et ses faiblesses. Et vous avez montré tous les trois votre engagement au début du débat. Donc ma question, c'est en fait, est-ce que la ville de Paris a un rôle à jouer pour continuer à renforcer, à creuser et à accompagner ce sillon de développement de la citoyenneté européenne? Et si elle a un rôle à jouer, comment vous pensez qu'elle peut agir? Merci. Donc, je récapitule les quatre premières questions. Ce qui s'est passé dans le périscolaire, la question de l'endettement, la conscience de ce que fait l'Europe dans la région et pour Paris, et la question de la citoyenneté européenne. Alors, vous n'êtes pas obligé de répondre chacun à toutes les questions. Vous pouvez prendre celle qui vous intéresse. Mais là, il va falloir être très, très bref pour qu'on puisse maintenir le dialogue. Et puis, Benjamin Haddad a profité de ce qu'il est à côté de moi pour me dire je voudrais répondre sur le périscolaire, et donc voilà, ça fait partie des petits privilèges que je vous accorde. Non, merci. Je dirais un mot rapide sur le reste, mais sur le périscolaire, merci de poser cette question, parce que c'est un drame et une horreur absolue que sont en train de vivre des centaines de familles de Parisiens. Et dans un certain silence et un déni de la majorité sortante, qui a une responsabilité immense dans ce qui s'est passé. Sur le périscolaire, aujourd'hui, vous avez des dizaines d'animateurs du périscolaire qui sont suspendus. J'ai entendu hier un parent d'une petite fille qui dit que sa fille a peur d'aller à l'école et qu'elle est traumatisée et elle ne veut plus aller à l'école. Il y a énormément de parents qui s'interrogent aussi pour savoir si leurs enfants ont été touchés, agressés, violés. Tous les sujets dont on a parlé aujourd'hui sont importants, mais ils sont complètement secondaires face à l'horreur que peuvent vivre des parents. Alors, de façon très concrète, le lendemain de l'élection de Rachida Dati, on convoquera un conseil de Paris extraordinaire pour prendre des mesures. La première mesure, pas un enfant accompagné par un seul adulte. Il y aura toujours plus d'un adulte accompagnateur avec un enfant. On s'en assurera. Après, on vérifiera tous les profils, tous les parcours aujourd'hui de tous les animateurs dans le périscolaire qui sont, d'ailleurs, je voudrais le dire, pour l'immense majorité d'entre eux, qui font une mission remarquable et qui souffrent aussi d'ailleurs de voir le discrédit qui est jeté sur cette profession par les scandales sexuels qui ont lieu aujourd'hui. Donc on ira regarder tout leur parcours. Est-ce qu'il y a des casiers judiciaires? Est-ce qu'il y a eu des condamnations? On le fera d'ailleurs dans la transparence, en coordonnant avec les directeurs d'école, avec les familles, parce que chaque famille, chaque couple a le droit de savoir qui s'occupe de ses enfants au quotidien. Ça, c'est dans l'urgence. Ça, c'est le premier jour. Et après, à partir du mois de septembre, il y aura une réflexion plus structurelle. On passera à une semaine de 4 jours harmonisée pour qu'on ait le mercredi après-midi qui est occupé dans le périscolaire, ce qui permettra aussi d'ailleurs d'avoir un meilleur accompagnement harmonisé avec les personnels. Il y aura de la formation, il y aura du recrutement. Ce sera une priorité budgétaire. Il y aura des réductions d'ailleurs budgétaires parce qu'on parlait d'endettement dans d'autres secteurs, mais celui-ci sera une priorité absolue. Encore une fois, je veux dire, tous les autres sujets sont accessoires quand des enfants ont peur et quand des parents sont angoissés
de la situation dans laquelle on laisse On nos va enfants. rester une seconde là-dessus parce que je pense que Lucie Castet veut réagir aussi sur cette question. Puis on reviendra sur les questions de citoyenneté et de conscience européenne. Oui, juste pour dire, je trouve que c'est injuste de dire que la majorité sortante est dans le déni, puisque Emmanuel Grégoire il n'est plus aujourd'hui dans la majorité sortante, mais il a été longtemps premier adjoint, et on ne peut pas dire qu'il est dans le déni aujourd'hui. Il a lui-même été victime, vous le savez, donc c'est assez inélégant, je trouve, de parler de déni. Néanmoins, on dit toutes et tous aujourd'hui qu'il faut des changements majeurs. Moi, à titre personnel, ce sujet me touche énormément. J'ai un enfant à la maternelle et évidemment, je suis entièrement d'accord et je parle tous les jours avec les parents d'élèves de la classe de mon fils. Ce sujet est absolument central et il est insupportable d'avoir peur de mettre son enfant à l'école le matin. Et donc, c'est pour ça que nous proposons un Big Bang de la gestion du périscolaire à Paris. Personne ne nie le fait qu'il y a des choses qui n'ont pas été bien faites. Moi, la première, je pense qu'il y a des choses à changer. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'il faut davantage de recrutement, il faut pérenniser la filière. En fait, une très grande partie des problèmes viennent de personnalités qui ont été recrutées comme vacataires. Et donc, il faut pérenniser la filière, il faut davantage les former. Il faut effectivement, la règle existe, mais elle doit être appliquée de manière scrupuleuse. Il ne doit y avoir aucune exception. Jamais un enfant seul avec un adulte, jamais. Donc ça doit être appliqué. Et puis, il doit y avoir des mécanismes de prévention. Et enfin, il faut que la transparence absolue soit faite. Nous devons la vérité aux familles. Il n'est pas possible que lorsqu'il existe un cas dans une école, les autres parents ne soient pas informés. C'est impossible. On doit ça, et c'est aussi ça le changement de posture que l'on propose. Et donc là-dessus, il faut faire preuve de responsabilité, de transparence, c'est fondamental. Mais je reviens aussi à la question des investissements dans le service public. Je pense que quand on promet des coupes sombres dans les budgets de la ville de Paris, on ne peut pas être en mesure de proposer un accueil de périscolaire d'une plus grande qualité qu'on a aujourd'hui. Donc je pense que c'est fondamental d'investir là-dedans. Et c'est un combat premier d'Emmanuel Grégoire aujourd'hui. Bon, ce qui se passe, c'est une honte et c'est une horreur absolue, puisque les témoignages de plus en plus nombreux montrent que, incontestablement, il y a eu des failles et des carences. C'est un sujet tellement grave. On ne joue pas avec la sécurité des enfants. Bien sûr qu'il faut agir vite. Et je l'ai dit hier, ça sera mon premier engagement comme maire, la sécurité de nos enfants dans le périscolaire, pour arrêter ce qui se passe. Donc évidemment, nous sommes d'accord sur ce qu'il faut faire. Je le porte depuis plusieurs mois. J'ai alerté, j'ai écrit, je suis intervenu sur ce sujet. C'est évidemment le contrôle systématique des antécédents. Mais ça n'a pas toujours été fait. Et c'est des journalistes qui l'ont montré. Et il y a des signalements qui ont été faits. Et les signalements n'ont débouché sur aucune décision. Voire pire, parfois, on a déplacé un animateur dans une autre école. Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? Il y a eu des dysfonctionnements graves, des carences, et je le dis, des fautes lourdes. Et l'éthique de responsabilité, c'est d'assumer, à un moment donné, non seulement un changement de politique, mais celles et ceux qui n'ont pas pris leurs responsabilités, je l'ai dit et je l'assume, j'aurais été maire de Paris, j'aurais viré les personnes de l'exécutif comme de l'administration qui ont failli et qui ont commis des fautes lourdes parce qu'il s'agit de violences vis-à-vis de nos enfants. Des violences verbales, des violences physiques et des violences sexuelles. Et ça, c'est pas possible. C'est une horreur et c'est une honte. C'est, je crois, le plus gros scandale que la ville de Paris n'ait jamais connu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Évidemment, c'est tous les contrôles des antécédents. Bien sûr, le casier judiciaire, mais ça n'a pas toujours été fait. C'est vérifier les antécédents de la personne, son parcours, sa fiabilité pour être devant nos enfants. C'est évidemment revoir la mission de ces animateurs pour les soutenir, les accompagner. Il faut qu'ils aient au moins 2 ans de formation. Bien sûr, au moins 2 ans de formation. Il faut aussi que ces personnes puissent bien exercer leur travail et donc travailler avec les autres acteurs de l'école, que le périscolaire ne soit pas à part du système scolaire. Donc il faut aussi former les encadrants du monde scolaire pour qu'ils puissent détecter aussi les signaux faibles. Par ailleurs, maire de Paris, je ferai des inspections surprises dans chacun des sites au moins une fois par an. Par ailleurs, il faut revaloriser le métier. Mais là, c'est un désaccord sur la stratégie budgétaire. Je pense que quand on fait des économies là où il faut les faire, ça nous donne des moyens de financer ce que
ce qui est le plus important pour une ville. Si vous êtes endetté, si vous dépensez partout, eh bien là où c'est prioritaire, vous dépensez pas assez et mal. Et lutter contre la dette, lutter contre le gaspillage de l'argent public, lutter pour faire des économies, c'est la garantie qu'on pourra financer de bonnes politiques publiques. Et le périscolaire doit être une priorité absolue. Et donc, dès avril 2026, il faut changer cela. Et je dois dire que, encore la semaine dernière, j'ai rencontré dans le 7e arrondissement, rue Claire, un couple de parents dont la mère venait d'apprendre 2 jours auparavant qu'un des animateurs de son école avait quitté l'école en mai 2025 pour des faits présumés de violences sexuelles à l'encontre de ses enfants. Elle en a été informée, rendez-vous compte, 9 mois plus tard. Cet enfant, depuis 9 mois, il aurait dû être pris en charge. Sa mère aurait pu lui poser des questions. On aurait pu l'amener vers un pédopsychiatre pour savoir si lui-même a été victime ou pas, et le suivre et l'accompagner. Il y a eu des failles et des carences qui sont blessantes et qui abîment profondément Paris et la gestion qui a été faite, et ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Merci à tous les trois. C'était normal qu'on passe du temps sur ce sujet compte tenu de sa nature. Je note d'ailleurs qu'il n'y a pas de désaccord de fond sur ce qu'il faut faire. Vous n'avez pas évidemment la même lecture sur, mais ça c'est autre chose. On est obligé d'enchaîner sur d'autres sujets et on fait un grand écart en quand même vous relançant parce qu'on est à la Maison de l'Europe de Paris sur ces enjeux de citoyenneté européenne, de conscience européenne, mais bien que nous soyons à la Maison de l'Europe de Paris sur cette réponse et sur les suivantes, je vous demandais d'être bref pour qu'on puisse refaire un tour de questions. Comment on développe la citoyenneté européenne, comment on fait mieux prendre conscience. Je ne sais pas que je néglige la question sur la dette, mais vous en aviez aussi un peu parlé tous les trois. Donc voilà, un petit tour de micro rapide sur ces 2 sujets, enfin celui des 2 sujets que vous voulez prendre d'ailleurs, les uns ou les autres. Oui, la citoyenneté européenne, c'est fondamental parce que Paris est une grande métropole européenne, une capitale européenne, et pour certains Européens, c'est même la capitale de l'Europe. Chacun jugera, il peut y avoir des débats, mais pour beaucoup, c'est la capitale de l'Europe. Et il faut accompagner cette citoyenneté européenne. Et ça veut dire que lorsque un Européen arrive à Paris, il faut aussi l'aider et l'accompagner. J'avais fait des propositions au temps du Brexit. Vous savez, au moment du Brexit, on a eu une certaine attractivité. Pas totalement comme on l'aurait voulu, mais on a eu une certaine attractivité. Et j'avais proposé une chose qui aurait dû d'ailleurs être faite, c'est d'avoir un guichet justement unique pour ces Européens qui venaient donc de Londres pour leur dire on va vous aider et vous accompagner dans votre installation à Paris. Parce que venir travailler à Paris, c'est pas suffisant. Et souvent ces personnes, alors il y a le logement, mais il y a aussi les écoles bilingues pour leurs enfants. Et les aider, les accompagner à trouver l'école bilingue, les aider dans l'inscription, etc., aurait été utile pour montrer cette volonté d'être une grande ville, une grande capitale européenne, capable d'accueillir et d'accompagner. Donc je crois profondément à la citoyenneté européenne, parce qu'il va y avoir un combat de valeurs. Les valeurs, ça va être essentiel. Il va falloir défendre les valeurs de Paris, qui sont les valeurs de l'Europe que nous aimons, c'est-à-dire les valeurs de la démocratie libérale qui est attaquée. Attaqué à l'intérieur par la montée de l'extrémisme politique, attaqué par celles et ceux qui ne supportent pas cette vision de la démocratie libérale, qui s'attaquent à l'état de droit, par exemple, mais vis-à-vis de l'extérieur, où nous avons des ingérences de plus en plus importantes. C'est pour ça que, comme maire de Paris, je veux protéger notre ville et les Parisiens de toute ingérence étrangère. Je veux les protéger de toute forme de pression à l'intérieur ou à l'extérieur pour protéger cette citoyenneté européenne. Paris, c'est la capitale de la liberté, la capitale de la tolérance. On vient vivre sa vie comme on l'entend. On peut venir de toute l'Europe, mais on peut venir de tous les continents. On peut venir comme moi-même du fin fond de la campagne, du Cantal ou de la Corrèze. On vient conquérir sa liberté. Et c'est aujourd'hui menacé. Il faut qu'on en ait conscience. Nos démocraties sont gravement menacées. Tout peut aller très vite dans l'ère de la désinformation, dans l'ère où le populisme, l'illibéralisme et l'extrémisme est en train de gagner du terrain. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit, et c'est au cœur aussi de mon engagement, au-delà de l'efficacité que je veux porter dans la gestion de Paris, il faut défendre des valeurs. Les valeurs, c'est très important. Et je suis le candidat qui garantit qu'aucune forme d'extrémisme politique ne pèsera sur l'avenir de la gestion de Paris, ni venant de l'extrême droite, ni venant de l'extrême gauche.
Et pardon de le dire, Madame Castet, sur votre liste, vous avez Madame Simonet. Madame Simonet était la candidate de Jean-Luc Mélenchon en 2020, candidate insoumise, qui faisait campagne en 2022 pour conquérir son siège de député, avec Jérémy Corbyn, qui lui-même a été exclu du Parti travailliste pour cause d'antisémitisme. C'est une forme d'extrémisme politique et c'est une dérive vers une gauche radicale et une extrême gauche qui ne doit pas peser sur la gestion de Paris. De la même façon, pardon de le dire aussi, je l'ai dit, Madame Gnafo, qui séduit un certain nombre de gens aujourd'hui à Paris. Mais il faut dire les choses, il faut être franc à un moment dans la vie. Madame Gnafo est vice-présidente du Parti Reconquête, présidé par M. Zemmour. M. Zemmour a été condamné par la justice française pour contestation de crimes contre l'humanité. M. Zemmour a dit et écrit que Pétain avait protégé les juifs français, ce qui est un mensonge et une contre-vérité historique. Madame Gnafo, derrière l'ultracom et le marketing, siège au Parlement européen, dans le groupe le plus à l'extrême droite, celui dont Madame Le Pen et M. Bardella ne veulent pas. Elle siège avec l'AfD, le parti politique allemand de l'extrême droite allemand, qui a été fondé par des néo-nazis allemands. Alors, réveillez-vous! Il faut se réveiller et défendre nos valeurs, les valeurs de Paris, les valeurs de la démocratie libérale, qui sont gravement menacées par l'extrémisme politique avant qu'il ne soit trop tard. Et le prochain maire de Paris, quel qu'il soit, vous imaginez bien, il y a des gens que je ne souhaite pas, à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, et je souhaite que ce soit moi, doit défendre les valeurs de Paris. Il doit défendre les valeurs de notre démocratie, parce que ça sera un combat majeur, surtout si notre pays bascule dans le populisme ou dans l'extrémisme en 2027, il faudra un maire qui tienne bon sur les valeurs et qui soit un rempart contre cet extrémisme politique. Donc la citoyenneté européenne, ça compte et elle sera défendue. Alors, je crains que cette dernière intervention, et je ne vous en veux pas, n'altère quelque peu mon ambition de terminer à l'heure, car je pense qu'il moi, je suis totalement d'accord, j'aurais envie de dire rejoins-nous Pierre-Yves, parce que vraiment je suis complètement aligné là-dessus. C'est le moment où le débat m'échappe. On va quand même... J'aurais essayé, vous pourrez témoigner que j'aurais essayé. On a quand même... Pour ça, il faudrait dire « Je ne m'allierai jamais avec Madame Gnafo ». Mais attendez, une fois que je suis d'accord... Je vais laisser parler Lucie, peut-être, oui, mais je dirais un mot là-dessus. Et donc, finalement, on le tient notre scoop, c'est le moment où Lucie Castet tient le micro à Pierre-Yves. Oui, c'est beau la démocratie, c'est beau la démocratie. Ce qui prouve la grande cordialité qu'on a maintenue sur cette scène. Toujours. Je vous demandais à l'un comme à l'autre une intervention brève pour ensuite faire une deuxième et dernière série de questions. Je jure de faire une intervention brève parce qu'il y a encore pas si longtemps, j'étais à votre place et quand les politiques parlaient trop longtemps, je perdais le fil et je pensais à autre chose, donc je vous promets de faire bref. Juste un petit mot, Pierre-Yves Bournazel, je me permets de vraiment ne pas accepter qu'on renvoie dos à dos Danielle Simonet et Sarah Gnafo. Danielle Simonet, c'est une députée, permettez-moi de parler, c'est une députée qui connaît sa circonscription sur le bout des doigts, qui chaque jour lutte avec la meilleure bonne foi et la plus grande sincérité du monde pour que la vie de ses administrés s'améliore et que leur vie soit meilleure. C'est quelqu'un qui a l'intérêt général chevillé au corps. Vous pouvez ne pas partager ses idées, mais elle n'a strictement rien à voir avec Sarah Gnafo. Et par ailleurs, elle ne porte pas un projet politique mortifère. Je suis pour cela fière de figurer sur sa liste. Sarah Gnafo, elle ne connaît ni Paris ni les Parisiens. En témoigne, c'est un non-événement, mais elle pense que le pass Navigo coûte 52 € par an. On aimerait, toutes et tous, je crois, que le pass Navigo coûte 52 € par an. Trêve de plaisanterie, c'est un signal que cette personne ne vit pas à Paris, ne vit pas dans la même condition sociale, économique, financière que tout le monde. Et elle porte par ailleurs un projet mortifère puisqu'elle s'allie à l'échelon européen, elle est députée européenne, avec un parti comme l'AfD que même le Rassemblement national trouve trop d'extrême droite. Je referme cette parenthèse, mais je voulais m'exprimer sur ce point. Sur un second point, je vais choisir une autre question puisqu'on n'a pas répondu sur la question de comment peut-on expliquer, pourquoi on n'a pas conscience de ce que l'Europe fait pour nous. Et là, je vais vous livrer une réflexion, c'est plus une réflexion qu'une réponse de candidate, mais je faisais tout à l'heure
un rappel de mon rapport à l'Europe, et un rapport qui est à la fois exigeant, plein d'espoir, mais aussi parfois fait de déception. Et cette déception, elle s'exprime notamment par le fait que je pense que l'Europe n'arrive pas à incarner, qu'elle peut porter en elle les germes d'une amélioration de la vie de toutes et tous, la vie du quotidien. Parfois, l'Europe, c'est beaucoup de grands concepts, beaucoup de grands mots, mais à l'échelle locale, à l'échelle nationale même, les Françaises et les Français n'ont pas conscience, et donc a fortiori les Parisiennes et les Parisiens, n'ont pas conscience de ce que l'Europe fait pour eux. Or, on a énormément de bienfaits de l'Europe, même en France. On a bénéficié de plein de programmes, on accueille beaucoup d'étudiants européens, notamment avec des fonds européens, on a des musées qui sont financés en partie avec des aides de l'Union européenne, mais tout ça n'existe pas dans la vie quotidienne des gens. Et donc, on a un vrai rôle pédagogique. C'est pour ça que moi, à l'époque où j'étais conseillère budgétaire et finances et Europe de la maire de Paris, j'avais proposé qu'on propose avec plusieurs villes de l'Union européenne que le plan de relance, c'était à l'époque du plan de relance post-Covid, puisse bénéficier en partie, et en partie minime, directement aux villes. Que les villes aient une forme de droit de demander des bénéfices de plan de relance directement, à la fois parce que certains pays refusaient de financer certaines villes pour des raisons politiques, je dirais même politiciennes, ou alors politiques au sens non noble, mais aussi parce que ça aurait renforcé l'incarnation du rôle de l'Union européenne auprès des habitants des villes et des villes partout en Europe. Je pense qu'il faut continuer à porter ce genre de projet. En tout cas, moi, c'est mon souhait. Je pense que si on veut que nos concitoyennes et nos concitoyens aiment l'Europe, il faut d'une part leur montrer ce que l'Europe fait pour eux tous les jours, et elle fait beaucoup, mais il faut aussi que l'Europe fasse encore plus pour eux. Et là, on retombe sur la question de favoriser la souveraineté, favoriser l'indépendance, y compris énergétique, numérique, etc. Et donc, il y a encore un grand chemin à faire, mais je pense que la pédagogie est ici la clé. Une intervention de... Merci Lucie Castel. Benjamin. Merci. Bon, tout d'abord, je crois que même dans un débat, il faut parfois pas inventer des désaccords là où ils n'existent pas. Et je suis totalement en phase avec ce qu'a dit tout à l'heure Pierre-Yves Bournazel sur les valeurs et sur les candidats d'extrême gauche et d'extrême droite. Et vous pouvez dire que vous êtes fiers. Moi, j'ai envie de vous dire très franchement, moi, j'aurais honte de siéger sur une liste avec Daniel Simonet. J'aurais honte d'être avec une femme politique qui a construit sa carrière aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, qui a invité Jérémy Corbyn, qui a été le meilleur allié des antisémites au sein de la gauche anglaise pour venir la soutenir lors de son élection législative, qui a siégé avec la France insoumise à l'Assemblée nationale quand ils ont toujours été aussi dans un discours anti-européen, pro-russe, quand ils ont toujours voté, et c'était le cas de Madame Simonet, contre toutes les résolutions de soutien à l'Ukraine que nous avons eues à l'Assemblée nationale. J'en sais quelque chose, j'ai porté ces résolutions lorsque j'étais président du groupe d'amitié France-Ukraine. Et j'aurais honte aussi d'être avec des élus qui continuent à demander l'alliance avec la France insoumise au second tour. Hier, un de vos colistiers, Ariel Veil, a été agressé par Rima Hassan sur les réseaux sociaux, qui a dit fondamentalement c'est un franco-israélien. On a compris, il y a un mot en 4 lettres qui est un peu plus simple d'ailleurs pour désigner ce qu'elle voulait dire, pour l'attaquer. Voilà les attaques antisémites dont sont victimes même vos colistiers de la part de la France insoumise. Quant à Madame Knafo, Rachida Dati, elle a été d'une clarté absolue. Elle s'est exprimée d'ailleurs sur BFM il y a quelques jours sur le sujet. Elle a dit, vous savez, vous me parlez d'alliance avec quelqu'un, Éric Zemmour, qui l'a attaqué sur le nom de sa fille, qui a dit qu'elle ne pouvait pas être ministre parce qu'elle avait donné ce très beau prénom de Zora, qui est le nom de sa mère, à sa fille, et qui a dit après dans un de ses livres qu'elle participait du grand remplacement de la France. Voilà de façon très claire. Vous savez, on peut parler de l'intelligence artificielle sur les lampadaires ou des voies sur berge, mais à un moment, il y a quand même des valeurs fondamentales quand on s'engage en politique, et c'est pas les mêmes. Voilà. Après, je voudrais dire rapidement sur la citoyenneté européenne, j'en ai parlé tout à l'heure, mais bien sûr que Paris doit être la capitale de la citoyenneté européenne. Et valoriser les financements européens, ça doit être mieux le cas d'ailleurs de façon plus transparente, et c'est le rôle des élus aussi d'ailleurs d'aller les valoriser à Paris comme sur le reste du territoire national, créer des référents Europe non seulement à la mairie de Paris mais dans toutes les mairies d'arrondissement pour pouvoir faciliter la vie des Européens, pour pouvoir renforcer les échanges culturels, pour avoir des jumelages aussi avec des quartiers de capitale européenne, et le plus important, c'est de soutenir la Maison de l'Europe et de continuer à y aller. Voilà. Alors, malgré ce propos fort aimable, je me permettrai de faire observer, je vous propose de méditer ça, parce que c'est un de mes sujets de prédilection, cette propension qu'on a quand on exerce une responsabilité politique et quand on a des ambitions électives, à refaire le débat à ses propres conditions et à débattre entre soi, quand l'ambition c'était de débattre avec la salle. Donc je vous propose de
rester sur les sujets de la salle et de prendre une salve de questions, alors plutôt au fond, puisqu'on avait dit qu'au début c'était... Ben, allez-y, peut-être qu'on va prendre 4 questions. Après, moi j'ai tout mon temps. Hein. Vous, je sais pas. Vous devez partir à quelle heure? Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Dernière, c'est le dernière. Je voulais, s'il vous plaît, je voulais féliciter les 3 candidats. Je dis bravo. Mais moi, j'ai une question qui porte sur le patrimoine, l'architecture. Mais j'ai fait un texte pour les candidats à la ville de Paris, à la mairie de Paris. Donc, et quelle est votre question, monsieur? Donc, la question, est-ce que tu peux lire parce que je ne vois pas bien là. C'est là. Quelle politique pour sauvegarder et promouvoir le patrimoine architectural emblématique de briques, de Paris et des villes européennes, tout en répondant aux exigences de développement durable et l'efficacité énergétique? Merci. On passe à une autre question. Désolé, on va pas pouvoir prendre toutes les questions parce que les candidats qui nous ont fait l'amitié de venir ont des contraintes. Ils sont en campagne, je crois. Et pas que. Ils sont des jobs aussi. Oui. Allez-y. Merci beaucoup. Moi, ma question se porterait plutôt sur la participation citoyenne, parce que je pense que c'est Madame Castet qui le disait tout à l'heure. Les Parisiens et les Parisiennes ne sont pas que des usagers, ils sont aussi avant tout des acteurs de la politique publique. Et donc, particulièrement, je pense, puisqu'on est à la Maison de l'Europe, d'une instance en particulier qui est le Conseil parisien des Européens, qui est quand même assez formidable parce qu'il réunit 61 citoyens européens qui représentent les 27 pays de l'Union européenne et pour qui on demande, enfin, les élus de la ville de Paris questionnent chaque année sur des benchmarking de citoyens, de ce qui se fait mieux en Europe, pour qu'on puisse s'en inspirer. Et donc, moi, ma question, c'est comment vous voyez, dans la prochaine mandature, comment vous voyez la co-construction des politiques publiques avec les Parisiens et en particulier avec les Européens. Merci. Dernière question, je crains. Désolé, tout le monde va me détester, mais on doit libérer nos invités. Qui? Ah ben, débrouille-toi. Lâchement. Ouais, Paris en tant que capitale européenne, qu'on le veuille ou non, en termes de superficie, est très minuscule. Du coup, tout le monde ne peut pas habiter à Paris. Tout le monde ne peut pas y travailler. Il y a nettement plus de monde qui y travaille par rapport au nombre d'habitants qui y habitent. Et ma question, c'est... En fait, la ville est trop dense. Quelle est la solution? Merci. Pas simple. Voilà. Vous n'avez pas 3 heures. Hein. On va revenir à la scène. Je suis désolé. Pardon pour toutes les questions que vous auriez eu à poser, mais il faut savoir conclure un débat et celui-ci a été riche. C'est pour ça qu'on est un peu pressé. Qui veut commencer? Voilà, Benjamin semble prêt. Je vais essayer de répondre vraiment très rapidement et puis après je vous renverrai vraiment sur le programme où tout ça est plus détaillé. Mais sur la première question, évidemment que la préservation du patrimoine historique de notre ville, c'est une priorité absolue. On est attaché quand même, le développement bien sûr, mais la beauté de ce qui fait notre ville. C'est aussi ce qui attire les touristes, c'est aussi ce qui fait la fierté des Parisiens au quotidien. Donc on aura une charte patrimoniale à chaque fois qu'il y aura des travaux qui respectera justement l'historique de notre ville et on va lancer notamment un plan de rénovation des quais, des voies sur berge, précisément pour que ce soit aligné aussi avec une vraie vision patrimoniale, avec de la pierre, avec des arbres, avec que ça reste un espace de vie, mais un espace de vie qui soit aussi beau et qui soit réapproprié par les Parisiens. Sur la participation citoyenne... non, là, on ne peut pas. Désolé. Sur la participation citoyenne, non, merci madame d'avoir parlé du Conseil parisien des Européens, parce que je l'ai évoqué tout à l'heure, moi je suis convaincu qu'effectivement c'est une instance dont on peut renforcer le rôle, qui propose des vœux mais qui ne sont pas souvent suivis d'effets, donc moi je crois que ça doit être un petit peu plus opérationnel, et je crois fondamentalement que de tous les sujets dont on a parlé, il y a évidemment une expérience, une expertise, un regard qui peut être apporté par les Européens qui vivent à Paris, et à cet égard je crois que le Conseil parisien des Européens peut jouer ce rôle. Enfin, sur la ville trop dense, vous avez raison, surtout quand on se compare d'ailleurs aux exemples européens, à des métropoles comme Londres. Là, je crois que
la réponse, elle réside dans le Grand Paris et dans une meilleure articulation, un meilleur dialogue apaisé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, sans doute d'ailleurs en raison de sensibilités politiques parfois différentes entre les différents échelons, la région, la ville de Paris, les différentes collectivités. Et donc là, je crois qu'on y veillera. Je soulignerai d'ailleurs que la présidente de la région était au meeting, au premier rang meeting de Rachida Dati. Peut-être que ça faciliterait le dialogue aussi pour avoir des aménagements coordonnés. Je vais aussi prendre toutes les questions une par une. Sur la question de la rénovation du patrimoine, c'était une des priorités du mandat qui s'achève là. Il y avait une adjointe dédiée à cette question-là et elle a organisé et conduit la rénovation de nombreux édifices patrimoniaux. Ce qui est important, c'est d'avoir en tête que le patrimoine, évidemment, doit être rénové en tant que tel, mais aussi doit être rénové pour s'inscrire dans la ville qui évolue. Et c'est l'objectif de la campagne qui s'ouvre et de la mandature que l'on espère, et la nouvelle mandature qui s'ouvre. Donc c'est une priorité, ça fait l'objet d'investissements importants et c'est des investissements que l'on compte perdurer, mais vous savez que c'est des rénovations qui prennent du temps et donc on en fait autant qu'on a pu en faire, mais c'est évidemment une priorité. Sur la question de la participation citoyenne, vous me faites très plaisir, c'est une question qui m'anime beaucoup. Je pense que c'est très important dans un moment en particulier qu'on a beaucoup décrit tous les trois ce soir de bascule et de recul de la démocratie partout dans le monde. Je pense que c'est très important que Paris puisse rester une référence en matière de démocratie et donc on va continuer à intensifier la démocratisation de Paris et notamment dans le changement de posture et de méthode que porte Emmanuel Grégoire. Je pense qu'il faut faire en sorte que la démocratie ne s'exprime pas que aux échéances électorales et ça doit être le cas à Paris aussi. Paris doit donner l'exemple. Vous savez qu'à Paris il y a eu des votations citoyennes qui ont eu lieu et qui ont eu un grand succès. Je pense qu'il faut continuer sur cette voie, y compris en continuant le budget participatif qui permet à tout le monde de pouvoir voter pour le financement de projets dans son arrondissement. Et puis je crois aussi qu'il faut imaginer, c'est ce que porte Emmanuel Grégoire, des conventions citoyennes parisiennes. Alors des conventions citoyennes qui s'éloigneraient un peu de la conception du président de la République, pardonnez-moi, de la convention citoyenne, c'est-à-dire où on tiendrait vraiment compte des résultats de la convention citoyenne. Et moi je pense que Paris et les habitants de Paris doivent pouvoir s'emparer de sujets qui paraissent éloignés. Je parlais tout à l'heure des nouvelles technologies et des big tech. En fait, je pense par exemple que les Parisiens, et notamment les enfants et les adolescents parisiens, doivent pouvoir exprimer ce qu'ils attendent de la régulation des réseaux sociaux, ce qu'ils attendent de la régulation de ce qui se passe dans leur téléphone, dans leur poche tous les jours. Je pense que c'est un sujet démocratique hyper important et je pense qu'on devrait pouvoir en parler, y compris à l'échelle parisienne. C'est un enjeu qui concerne les écoles et donc qui concerne tous les Parisiens. Et donc la démocratie, c'est tous les jours, c'est pas seulement les échéances électorales. Sur la dernière question, la densification de la ville, bien sûr, vous avez raison. Il y a la question du Grand Paris et il faut continuer à nouer des liens avec les communes limitrophes, c'est ce qu'on fait et ça sera évidemment continué. Il y a aussi évidemment un enjeu d'accès à des bâtiments qui sont aujourd'hui vides. Il y a aujourd'hui en France 9 millions de mètres carrés de bureaux vides. En Ile-de-France, 5,2 millions. Donc on concentre une grande partie des bureaux vides à Paris. Il est possible, il y a eu des travaux parlementaires qui ont été conduits, il est possible de transformer ces mètres carrés vides en logements. Je pense que toutes les solutions doivent être trouvées, imaginées et déployées pour transformer des locaux vides en logements. Ce sera la dernière intervention, Pierre-Yves. D'abord, peut-être un moment d'unité. D'abord, merci pour ce débat et je suis très heureux de discuter avec vous deux et vous dire que d'abord, je vous respecte l'un et l'autre. C'est important parce que le dialogue, c'est la base de la démocratie et c'est difficile parfois de dialoguer aujourd'hui. Les gens ne se respectent plus. Je pense qu'il faut apprendre à dialoguer, il faut être franc, il faut qu'il y ait des différences et ces différences doivent être assumées de manière claire, nette, mais toujours dans le respect des personnes. Moi, je suis très adepte de la phrase de Pierre Mendès France qui disait la démocratie, c'est d'abord un état d'esprit et le premier état d'esprit d'une démocratie, c'est le dialogue. Et on a besoin de renouer les fils du dialogue en permanence. Donc, je suis très heureux déjà de débattre avec vous deux. Ensuite, ce que je voulais pour vous répondre, bien sûr, le patrimoine, c'est important. Je disais tout à l'heure, Paris, c'est la plus belle ville du monde. Et c'est la plus belle ville du monde parce qu'on a le plus beau patrimoine. Donc déjà, ça commence par l'entretien du patrimoine. Parce que si on entretient bien régulièrement son patrimoine, on peut le transmettre. Et il faut le chérir, ce patrimoine. Il faut le protéger aussi. Et une ville doit
inventer aussi son développement. Et il peut y avoir de nouveaux projets. Et on a des nouveaux projets d'aménagement, notamment au nord-est de Paris, pour 3 nouveaux écoquartiers avec la place de la jeunesse, des étudiants, des jeunes actifs. Mais il faut que ça ressemble à Paris. Et la qualité architecturale de tout ce qu'on doit faire aussi dans les nouveaux projets doit s'adapter aussi à ce patrimoine de Paris. C'est la raison pour laquelle, par exemple, je m'étais largement opposé à la tour Triangle, qui pour moi est une aberration à la fois écologique et architecturale à Paris. La participation citoyenne, c'est très important. Là-dessus, on a beaucoup travaillé et on a beaucoup de propositions. D'abord, chaque année, comme maire de Paris, je ferai des questions nombreuses et diverses pour éviter de focaliser sur un thème, pour éviter la binarité, c'est-à-dire pour ou contre un sujet. Donc plusieurs questions où les Parisiens pourront voter. Et ils auront dans chaque quartier des débats où ils pourront venir, comme ce soir, donner leur avis ou écouter, parce qu'il y aura des élus, il y aura des experts, il y aura des citoyens, et on se forge un avis, on se forge une opinion, comme ça on peut voter. Et on pourra aller voter dans les mairies, bien sûr, mais on pourra voter en ligne, de manière sécurisée pour avoir beaucoup plus de participation et que les réponses puissent bien représenter la vie des Parisiennes et des Parisiens. Je vais refaire les comptes rendus de mandat chaque année, comme Bertrand Delanoë. Bertrand Delanoë faisait des comptes rendus de mandat dans tous les arrondissements de Paris. Je referai ces comptes rendus de mandat pour un grand exercice démocratique, répondre aux questions des Parisiens dans tous les arrondissements, c'est normal, et puis écouter leur avis, leurs propositions, chaque année dans chaque arrondissement. Par ailleurs, le Conseil des entrepreneurs et des scientifiques que je veux monter va nous aider à mieux évaluer, j'ai dit tout à l'heure, à expérimenter et à faire des études d'impact. Et c'est un progrès aussi démocratique que d'associer la société civile à la compétence qui vient du partenaire privé. Je vais renforcer ainsi le Conseil des Européens, le Conseil européen du Conseil de Paris, pour vous permettre de donner votre avis, de participer à ce conseil scientifique et de voir la vision européenne aussi de Paris. Ça me paraît vraiment fondamental. J'aurai un adjoint aussi en charge des questions européennes. J'aurai 2 fois moins d'adjoints qu'aujourd'hui, 2 fois moins, je veux diminuer par 2 le nombre d'adjoints, parce que je pense qu'il faut aller sur des missions très claires, mais en revanche, il en faut un qui s'occupe de manière transversale des questions européennes pour se battre aussi sur les grands sujets européens, et notamment se battre à Bruxelles pour avoir aussi des leviers et des moyens pour investir à Paris, ça me paraît important. Enfin, le Grand Paris. Je suis très attaché au Grand Paris parce que je suis très métropolitain. Je crois à la métropole, parce que je crois que la métropole intégrée, ça nous permettra d'avoir une stratégie, attractivité économique, innovation, lutte contre le réchauffement climatique, logement, urbanisme, déplacement, à la bonne échelle pour être beaucoup plus efficace dans les politiques publiques. Voilà. Par exemple, il faut un plan de circulation à l'échelle du Grand Paris. Il faut avoir un plan local d'urbanisme concret à l'échelle du Grand Paris. Parce que si chaque commune a une stratégie différente, on ne peut pas harmoniser et on n'est pas efficace. C'est la bonne échelle. Paris, ça a été très bien dit, c'est une petite ville en termes de superficie. 105 km². 87 si vous retirez le bois de Boulogne et le bois de Vincennes. Nous sommes la capitale la plus dense d'Europe. Nous avons une densité égale à Mumbai. On ne respire plus à Paris. Donc il faut ouvrir grand les portes et les fenêtres, il faut penser à la bonne échelle, et c'est à cette échelle-là qu'on va améliorer la vie des Parisiens et des grands Parisiens. Donc je suis très heureux que vous ayez posé cette question, parce que c'est tout à fait pertinent. Merci beaucoup, merci à vous 3. Vous nous avez tous les 3 aidés à penser à une autre échelle. Pardon à tous ceux d'entre vous qui auraient aimé poser des questions, mais voilà, ça fait déjà 2 heures plus de 2 heures que l'on débat. Un grand merci encore pour votre présence ce soir à la maison.